Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Sylvain, merci beaucoup d'être avec nous sur Tipping Point. Bonjour. Non, tu veux pas dire bonjour ? Non, mais ça fait déjà 3 cafés qu'on est ensemble, donc on va pas faire croire qu'on s'est pas dit bonjour. Ouais. Sylvain, tu es entrepreneur récidiviste et ta dernière création, une école pour donner ou redonner confiance et former sur des nouvelles compétences. Avant ça, tu as créé au moins 3 autres entreprises dans des univers assez différents, bijoux, logiciels, tu nous en diras plus. Et ce qu'on aime surtout avec toi, c'est que tu dis ce que tu penses. Tu as un parcours avec des hauts et des bas qui sont des vrais apprentissages pour toi, mais pour nous tous. Donc on est vraiment super content avec Romain de te recevoir. Et puis, allons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci pour l'intro. Et j'adore entrepreneur récidiviste. J'aime pas trop serial entrepreneur, donc j'aime beaucoup plus ce terme-là qui est un peu... j'y suis pour rien. Enfin, c'est pas un choix que d'entreprendre, j'aime ça, et c'est presque parfois un défaut ou une faiblesse que d'avoir plein d'idées et de pas réussir à rester toujours en place. Alors après, je suis pas non plus très à peur, parce que j'ai fait que 4 boîtes en 20 ans, 5 boîtes en 20 ans. Donc c'est bien des parcours Il y en a pas beaucoup qui montent 5 boîtes en 20 ans. Mais parce que j'en ai planté 4, hein. J'ai pas le choix non plus, il n'y en a qu'une qui marche pour l'instant. Effectivement, j'ai commencé par des bijoux pour cheveux à 20 ans. Alors pourquoi les bijoux pour cheveux ? Parce que c'était un défi, parce que les gens n'y croyaient pas, parce qu'en première année d'école de commerce, on devait tous faire un projet virtuel et que moi je suis parti dans ce projet-là, mais sachant que je vois pas les couleurs, que je vais pas chez le coiffeur et que c'est pas du tout mon monde. Mais justement, ça me paraissait un défi complètement dingue d'essayer de lancer une mode pour les jeunes femmes, d'accessoires de coiffure qui soient là juste pour embellir la coiffure et pas pour tenir les cheveux. Ça a quand même duré 6 ans, c'était passionnant, j'ai tout appris. Ma directrice de l'époque m'avait dit que j'avais pas fait le M Lyon, mais le M Lucifer, qui était le nom de la boîte, en plus un nom pourri. Mais c'est un autre sujet encore. Parce qu'en fait, mes salariés avaient 30-35 ans, et c'est eux qui m'ont tout appris. Moi, j'avais 20 ans, j'étais un gamin, et ils m'ont fait confiance, et il m'a amené chez des clients, il m'a fait faire du marketing, je suis allé en Chine plusieurs fois pour vérifier la prod. Enfin, on a vécu des trucs dans cette histoire, dans cette aventure un peu folle. Des trucs fous et une aventure folle. Avec des premiers rapports à la justice, du coup, qui n'ont pas été très marrants, parce que on a déposé un brevet mondial sur cette idée de bijou, qui a été acceptée, et on a rencontré un partenaire qui voulait distribuer nos bijoux dans le nord de l'Europe, mais qui voulait une licence pour pouvoir le faire, et qui voulait pas le faire sous notre marque à nous, sachant que nous, c'était pas l'ambition, notamment d'aller dans le nord de l'Europe, donc on lui dit pourquoi pas, et qu'on s'était a priori mis d'accord sur un prix. Les licences, ça se discute en pourcentage du chiffre. C'est entre 4 et 7% du chiffre, a priori, pour utiliser un brevet et faire en ton nom. Mais voilà, on s'est tapé dans la main et on attendait des nouvelles. Et en fait, les nouvelles sont arrivées par un huissier. Non, même pas. Un huissier qui est venu faire une saisie contrefaçon dans nos bureaux. Parce que le mec a déposé un dessin et modèle sur notre bijou. Et a dit qu'on copiait lui. Ce qui lui permettait d'utiliser notre brevet pour faire des bijoux identiques, qui nous empêchait de l'attaquer du coup pendant qu'il y avait ce procès-là, qu'en plus nous ça nous a coûté un fric fou de nous défendre, et qu'il a tout fait pour que le procès dure le plus longtemps possible pour qu'on puisse pas l'attaquer. Et que ça a duré 2 ans avant de passer devant le juge, d'avoir un résultat. Il a changé 3 fois d'avocat. À chaque fois que tu changes d'avocat, tu reprends 3 mois pour que le nouvel avocat découvre le dossier. Mon avocat, moi, m'a coûté un prix hallucinant et que je trouvais pas très bon en plus. Il me coûtait 12 000 € par an, ce qui me semblait hallucinant à l'époque. Parce que j'avais vraiment pas de thunes et que cette boîte, je l'ai démarrée avec rien. Et que là, je me défendais sur mon brevet, enfin, c'était lunaire. Il me demandait quand même 400 000 € de dommages d'intérêt, j'avais 22 ans. Et juste, j'en ai chialé, hein, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi j'ai créé une boîte? Et ça se trouve, j'ai planté ma vie avant même de l'avoir démarrée. On passe devant le juge, en plus, c'était au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, c'est pas des juges professionnels en tant que juges, c'est des anciens pros qui se sont formés, mais que c'est pas leur métier, le droit à la base.
Et du coup, avec des risques sur un sujet aussi touchy que la propriété intellectuelle, mais coup de bol, on tombe sur un juge qui était ancien conseil en propriété intellectuelle, qui a été bien meilleur que mon avocat et qui a défoncé la partie adverse, et qui les a condamnés pour procédure abusive. Où du coup, ils me devaient 30 000 euros pour les 2 ans de procédure, et en fait, il y avait rien dans leur dossier, quoi. Et c'est cool, parce que le juge a compris. Mais pour l'anecdote, du coup, je fais une intro un peu longue. Après, une fois que le jugement est rendu, il a fallu que je traduise dans la langue de l'attaquant pour lui dire qu'il avait perdu le procès qu'il m'avait intenté. C'est pas moi qui l'ai attaqué, tu vois. Il a fallu que je fasse traduire par un traducteur assermenté, un traducteur en néerlandais assermenté, que je fasse envoyer par un huissier, ce qui m'a recoûté tout ça 2000 ou 2500 euros pour faire traduire et lui dire t'as perdu, pour lui donner 3 mois pour faire appel. Et évidemment, au bout de 2 mois, 29 jours, il a fait appel. Et appel, tu repayes ton avocat, mais c'est pas lui qui va plaider. Alors déjà, ton avocat est pas très bon, mais il doit transmettre le dossier à un avoué, qui est un autre avocat que tu payes aussi, mais à qui t'as pas le droit de parler. Et c'est l'avoué qui présentera au juge le sujet. Et tu dis, mon avocat est pas terrible, il a pas tout compris, si en plus c'est un autre mec qui doit expliquer, le téléphone arabe entre les deux, il me fait flipper, et c'est un nouveau juge en face. Oh, mais c'est 3 ans d'enfer. Bon, c'est pas le seul procès, j'en ai eu d'autres. Ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi. Ouais, mais là, tu commences très fort, quand même. Ouais, je sais même pas si c'est ça le pire. Malheureusement, au début, on a fait fabriquer en Chine. Et c'est pas un vrai choix, parce qu'on est allé voir à Oyonnax les spécialistes des accessoires de coiffure, des accessoires de lunettes. Ils n'y croyaient pas, parce que j'avais 20 ans, parce qu'ils avaient pas envie, parce qu'ils trouvaient le produit compliqué. Et les seuls qu'on dit, OK, on veut bien essayer, c'est des Chinois, via une société française. Et en octobre 2007, 6-7, on commence à vraiment bien marcher. Alors à l'époque, on se fait des commandes par fax. Ça paraît fou, 15 ans après. Mais le fax n'arrêtait pas de sortir des commandes de plein de coiffeurs, de grossistes en coiffure. On était trop contents, ça a commencé à décoller. Ils nous ont perdu 30 000 pièces qui sont partis de Hong Kong. Donc ça fait camion jusqu'à Shanghai, Hong Kong, et entre Hong Kong et Lyon, on sait pas où c'est. Et ils ont 6 mois dans les conventions internationales du transport aérien pour te retrouver tes produits. Sauf que moi, si je faisais pas ma saison de Noël, ma boîte elle coulait, donc j'avais mon dossier de dépôt de bilan prêt. Les équipes qui hurlaient, mon commercial Christophe, un mec génial, mais qui n'était pas payé grand chose, qui était surtout payé à la com, me dit mais en fait là, moi normalement je me faisais tant de com par rapport aux ventes, hein. On les a, les bons de commande, on peut juste pas livrer, c'est pas de ma faute. Je suis jeune papa parce que tu m'as redonné confiance et que j'ai pu m'engager sur un projet de vie à côté de mon boulot. Sauf que là, j'ai pas de cadeau de Noël pour mon gamin à cause de toi. Putain, c'est chaud à assumer. Et tu vas potentiellement virer tout le monde parce que tes produits sont perdus. Et tes clients qui t'insultent. Et des clients qui menacent de m'attaquer parce qu'ils ont prévendu les bijoux à des clientes qui disent mais moi je perds en image parce que j'ai garanti que ça arriverait, ça arrive pas, quoi. Comment tu gères, toi, là, à ce moment-là, à l'intérieur, ouais. J'ai mis tout le monde à rentrer chez eux, en sorte de chômage partiel, mais qui n'étaient pas en chômage, ils étaient payés, et je leur ai dit, mais venez pas au boulot, c'est déprimant. Donc, moi, je vais me prendre les appels dans la gueule, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe, je vais faire de mon mieux pour essayer de retrouver les bijoux, mais je peux pas faire grand chose. Mais rentrez chez vous. Au moins, vous êtes tranquille en famille, et je peux vous faire ça. Et les clients me disent, en gros, si tu nous livres pour le 1er décembre ou plus tard, on garde la commande. Donc, c'est les commandes d'octobre, nous, la livraison d'octobre qui arrive pas, ils me donnent 2 mois pour les retrouver. Et genre le 30 novembre, mon transporteur GLS, parce que j'aime du coup, comme tu disais en intro, je dis les choses. C'est des enfoirés. Et franchement, tu vas voir leurs stats, elles sont flippantes, ils ont énormément de livraisons qui n'arrivent pas dans leurs locaux, parce que du coup, j'y suis allé, il y a plus de 50% des livraisons qui n'arrivent pas avec GLS. Enfin, c'est hallucinant. Et qui m'appelle le 30 novembre, c'est bon, on a retrouvé vos colis. Oh putain, à 2 jours de la deadline, tu vois, le truc trop cool, 1 jour de la deadline. Je préviens Christophe, on y va avec notre Lucie mobile, notre petite voiture, pour récupérer tous les colis, et on s'est dit on va se faire 2 jours, 2 nuits non-stop de paquets. Et on devait recevoir 40 colis de 500 pièces. On arrive là-bas, il y en a un, et dedans, c'est le nanar de la saison. On s'est raté sur une des références, qui marche pas, personne n'en veut. Et c'est celle-là. C'est même pas le produit qui cartonne, on a le cristal Swarovski normal qui fait 80% de nos ventes. Non, c'est le petit papillon en métal qui marche pas, que personne ne veut. Et je leur dis, mais ils sont où les autres? On a que ça, non? Oh putain. Oh, ouais, mais les montagnes russes horribles.
Et le 3 décembre, on reçoit un appel d'un douanier de l'aéroport de Francfort qui dit ça fait 2 mois qu'on a des colis sur notre tarmac, on sait pas ce que c'est, je les ai ouverts, j'ai trouvé votre numéro de téléphone, vous voulez les récupérer? Pardon? On est en 2006-2007. Tu retournes dans la bagnole et là tu vas. Clairement. Oui, on a conservé 95% des commandes, les clients ont été cool. Mais non, mais en 2007, t'as quand même pendant 2 mois et demi des colis non identifiés sur un tarmac d'aéroport et que personne s'en est occupé. Et tu te dis putain, la sécu elle fait flipper aussi quand même. Ouais, c'est clair. Et donc non, j'ai eu des trucs comme ça. Pareil, j'ai eu des livraisons où j'en ai une très drôle. C'était 1 an avant, je crois. Parce qu'on a 2 gros moments dans l'année. On a le mondial de la coiffure de la beauté qui est en tout début septembre et après Noël. C'est un gros moment de vente pour nous. Et là, pour le mondial, on a fait une nouvelle collection qui est cool et je vais en Chine et j'arrive là-bas et tous les bijoux sont sales. Ils brillent plus parce qu'en fait, c'est collé sur les tables sales. Donc du coup, les bijoux avaient pris de la colle et de la poussière. Et la dame me dit mais coup de chiffon. Je suis non mais je peux pas demander à mes clientes qui vont payer 20 balles ces bijoux de mettre un coup de chiffon pour que ce soit propre. Soit il est propre et une chance que je le vende et encore, faut quand même bosser. Soit il est sale et il part à la poubelle quoi. Et bien un coup de chiffon, en plus ça part pas. Et j'avais déjà vu faire avec un coton-tige et de dissolvant, donc là je lui montre, on le fait, un coup de chiffon, là ça part. Donc on a, je sais pas, il y a 50 000 pièces à faire, 50 000 pièces avec 5 petits bijoux, donc il y a 250 000 bijoux à nettoyer. Au coton-tige. Au coton-tige. Mais ça, ils savent ultra faire. Franchement, ils ont peur de rien, ils ont invité tout le village pour venir donner un coup de main à l'usine. Tu prends un canadair de dissolvant, tu vaporises le truc. Bah, c'est presque ce qu'ils ont fait, c'est ça le problème. Parce que moi, je l'ai fait au coton-tige avec eux pendant 2 heures et je leur ai dit, bon, bah, je vais me balader, je reviens dans 3 jours et je prendrai ce qui est prêt. 3 jours après, tout était prêt. Je teste, tout va bien. Les bijoux arrivent en avion, moi, je rentre en France. Christophe, qui était déjà dans la boîte. Moi, je suis sur la route pour aller à Bourgoin, pour aller voir un client. Il m'appelle, il dit, on a reçu les colis, je peux ouvrir. Je fais, mais t'inquiète, j'ai fait contrôle qualité et tout, là, ils sont nickel, il y a aucun problème. Et, je dis bah fais-le et on se rappelle après mon rendez-vous. Il me rappelle après rendez-vous sinon j'ai une bonne et une mauvaise. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Commence par la mauvaise. Bah la mauvaise c'est que 100% des paquets sont défectueux. Pardon? La bonne c'est quoi? C'est qu'il y a 25% des strass qui tiennent. Mais du coup, faut tous les tester un par un et tu refais un paquet sur 4 en gros. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est pas le Canadair, mais c'est pas long. Ils ont fait des bassines de dissolvant, ils ont mis des bijoux dedans. Ouais, ça... Et ils ont sorti 4 heures après, et ils ont enlevé la colle qui était dessus, mais c'est aussi enlevé la colle qui était en dessous, en fait. Et la colle qui était en dessous, fallait qu'elle reste. et là, pareil, bah, tu reçois 50 000 produits on s'est fait 2 jours de nuit pour les tester, récupérer ceux qui étaient utilisables. Après, ils nous les refont, hein, sauf que bah, notre saison, on n'a pas les bijoux pour les vendre, et qu'après, en janvier, il se passe rien jusqu'à juin, quoi. Ouais, des trucs comme ça, on a vécu plein, mais c'était passionnant. Franchement, il y a aucun regret. T'as quand même des motifs de satisfaction, des trucs qui te font lever le matin là pour grave. Vivre ça au quotidien. Septembre 2007 ou 2006, dans ces eaux-là aussi, j'ai vu une jeune femme dans le métro Place Bellecour qui portait mes bijoux. J'étais tellement fier que j'ai couru vers elle pour lui dire merci. Elle a flippé, elle est partie en courant aussi. Mais c'était pas ni ma copine ni ma maman qui portait mes bijoux. Ouais. Et quelqu'un dans la rue portait mes putain de bijoux. On a eu aussi Eva Longoria qui a porté nos bijoux pour son mariage avec Tony Parker à Vaux-le-Vicomte. Bon, on n'a pas réussi à le faire savoir que c'était nos bijoux, mais on savait que c'était notre coiffeur, que c'était un coiffeur qui utilisait nos bijoux et on a vu sur les photos que c'était nos bijoux. Il y a eu plein de trucs incroyables. J'ai fait des défilés de mode. On avait aussi Miss France qui portait nos bijoux parce qu'on était partenaire de Nicolas Fafiotte qui est celui qui fait les robes de mariée de Miss France. Enfin, il y a eu des trucs dingues. Vraiment des aventures incroyables, des gens incroyables, des rencontres incroyables. Et c'était génial. Bon, malheureusement, très, très dur, très fatigant. J'ai fait toutes les conneries du monde aussi dans cette boîte-là. Et fin 2008, bah, c'était il y a longtemps, mais c'était à 14 ans. Sauf que c'est la crise des subprimes qui arrive en Europe et les boîtes, les coiffeurs, très intelligemment, disent on n'achète plus rien, on garde notre trésor pour nous. Et fin 2008, on fait un peu plus de 500 000 euros de chiffre, on est enfin rentable, on a enfin des projets. Et début 2009, notre carnet de commandes fond. On perd 60% des commandes par rapport à 2008. Et en avril, on nous annonce que le mondial de la coiffure de la beauté, dont je vous ai parlé juste avant, on fait 25% de notre chiffre d'affaires de l'année en 3 jours sur ce salon, est annulé faute d'exposants. Et là, je crois que c'est le coup de grâce. On est crevé, on n'y croit plus, on est très crevé en fait. Et ça veut dire une année à perdre de l'argent, une année à quasiment pas se payer, une année on peut pas faire de nouvelles collections. Et on a marre tous en fait, collectivement dans l'équipe. On est prêt à le faire, hein, mais on préfère déposer le bilan parce que de toute façon ça passera pas en fait. Si on regarde les choses concrètement, ça passera pas. Donc
On dépose le bilan tant qu'on a encore un peu d'argent sur le compte, tant qu'on a payé tous les salaires, tant qu'on peut rembourser les fournisseurs. Il y a les banques qu'on peut pas rembourser, les investisseurs qui vont perdre leur argent. Et moi qui ai investi du temps énormément. Mais on arrête comme ça et c'est là une galère de vivre la liquidation. Parce que sur le moment, c'est un soulagement de dire peut-être pouvoir faire autre chose. Alors dire quoi? Bon, ma copine me largue aussi parce que du coup, je suis plus un entrepreneur, parce que je sais pas ce que je veux dans la vie, parce que je me lève le matin et que j'ai pas de but précis. Et que je sais même pas ce que je vaux. Ça fait 6 ans que je fais ça. Et je fais quoi d'ailleurs en fait? En fait, c'est quoi mon boulot? Dirigeant, c'est quoi? En quoi je suis bon? Bah rien, vu que j'ai planté ma boîte. Mes parents qui me disent mais quand est-ce que t'arrêtes de jouer et que tu retrouves que tu fais un vrai travail. Ouais. Le vrai travail, c'est mal. Ouais. Tes copains d'école qui te racontent que sont payés 3500 net par mois, qui sont bientôt seniors associés dans des boîtes de conseil de ouf. Et que toi tu te dis putain, moi j'ai pas droit au chômage, j'ai même pas droit au RSA, j'ai rien. Je me suis quasiment pas payé, j'ai des dettes. Et là je dépose le bilan et j'ai encore plus de dettes parce que j'ai fait la connerie de prendre des cautions perso sur des prêts. Et ce qu'il faut pas faire en tant que dirigeant, c'est un truc à retenir de ton podcast, ne prenez pas de caution perso. Il y a toujours un banquier un peu taré qui sera amoureux de vous, qui sera prêt à vous faire le prêt sans caution perso. Ça a beau être le meilleur projet du monde, ne prenez jamais de caution perso. C'est trop dangereux pour la suite. Et que malheureusement, si vous lancez une boîte, vous avez quand même pas mal de chances de la planter. Et donc la dépôt de bilan, en plus on découvre un monde un peu dégueulasse, le monde des liquidateurs et des commissaires-priseurs, où si vous avez un pote dans ce monde-là, il y a de quoi se faire de l'argent, parce qu'ils connaissent les petites boîtes ou un peu des pépites qui sont plantées pour plein de raisons, mais il y a du stock à reprendre pour rien du tout, il y a du savoir-faire à reprendre pour rien du tout. Et que les mecs font une procédure accélérée, parce que c'est une petite boîte qui fait 500 000 euros de chiffre, et ils font une procédure en 30 jours pour que la boîte soit vendue. Et le commissaire-priseur envoie 2 de ses potes qui font les marchés. Il leur dit, il y a 30 000 euros de stock en prix d'achat, ça vaut 80 000 euros en prix de revente. La boîte la met à 3 000 euros en prix de départ aux enchères. J'ai un brevet qui a coûté 80 000, qui a gagné un procès, donc qui est valable. J'ai 30 000 euros de stock qui vaut 80 000 euros prix de revente. Je faisais 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'avant. Et on a 4 ordi neufs. Plus, enfin voilà, tu as une boîte qui vaut sur le papier 120, 180 000 euros. Il la met à 3 000 euros en prix de départ et j'ai 2 offres à 3 000 euros. Enfin, c'est pas pour moi, de toute façon, moi ça me change rien parce que c'est perdu, c'est pour rembourser les dettes. Heureusement, on a eu dans les autres trucs durs, j'ai oublié ça, c'est pas grave. Un mec avait voulu nous racheter 1 an avant. Les investisseurs ont refusé parce que le somme était pas assez élevé pour eux. Et que j'appelle en disant, bah là, la boîte, elle vaut quasiment plus rien, donc mets la somme que tu veux, et normalement, tu devrais l'avoir. Donc lui avait mis 30 000 euros, donc il est reparti avec la boîte pour 30 000 euros. Mais derrière toi, pendant 1 an, t'as un liquidateur qui a un pouvoir sur toi hallucinant, et il me le fait comprendre. J'arrive avec mes 6 cartons de compta, je me suis pas payé, quasiment pas payé sur les 6 ans. 0 les 2 premières années, 750 euros par mois les 2 suivantes, et 1250 euros par mois les 2 dernières. J'ai encore du compte courant que je me suis pas remboursé. Et il me dit, Monsieur Tillon, j'ai vu que vous avez créé une nouvelle boîte. Sido, si j'ai une question, je veux une réponse dans les 24 heures, sinon je vous mets en interdiction de gérer. Donc le gars te dit, t'as pas le droit au chômage, t'as pas le droit au RSA, il te dit potentiellement, je t'interdis de travailler, quoi. Il a pas encore regardé ton dossier. Et je lui ai dit à la fin que je trouve vraiment pas classe. Et effectivement, il y a peut-être des entrepreneurs qui font des liquidations dégueulasses, et j'en ai vu au tribunal de commerce. Expérience à vivre pour tout le monde, allez faire une après-midi au tribunal de commerce pour voir ce que c'est. À Lyon, c'est ouvert le vendredi après-midi, rue de Bonnel. Et il y a du très très triste et il y a du très très crade. Tu vois, il y a des entrepreneurs où c'est leur jeu de pas payer TVA, de pas payer l'URSSAF et de prendre des marchés et de planter la boîte quand on leur demande de l'argent. Mais entre-temps, ils se sont gavés. Et ils ont gagné des marchés parce que c'était moins cher. Parce qu'évidemment, vu qu'ils paient ni la TVA ni les URSSAF, c'est facile de mettre un peu moins que les autres. Mais toi, il t'en reste beaucoup dans la poche. Mais il y a aussi plein de mecs qui perdent tout. Leur famille, leur maison, leur vie. Parce qu'ils ont tout investi dans leur boîte et qu'ils ont fait des conneries de gestion à un moment, ou que ça n'a pas marché à un autre moment, ou qu'ils ont eu pas eu de bol, ou que... Il y a aussi des cascades de liquidation à cause d'un donneur d'ordre qui lui plante et qui plante tous ceux qui sont en dessous. Enfin, franchement, il y a des histoires très tristes où vous dites, putain, le mec, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour se sauver? J'en sais rien. Oui, il a été couillon de croire en ce mec-là, mais en même temps, est-ce qu'en tant que dirigeant, on n'est pas obligé d'y croire un peu de temps en temps et que parfois on fait des paris sans même s'en rendre compte? Parce que, faut aussi avancer et que si on devait tout vérifier tout le temps, on n'avancerait pas non plus. Et qu'on n'a pas la taille pour vérifier, on n'a pas les outils pour vérifier. Enfin, c'est passionnant à vivre. Et donc, en tout cas, pareil, je me retrouve à la barre. Déjà, on se sent pas bien là-dedans. On a l'impression qu'on va nous mettre les menottes alors qu'on n'a rien fait. Et je lui dis, c'est fini, vous touchez plus à rien. C'est plus votre boîte, je vais nommer un liquidateur, un commissaire-priseur. Et ta vie s'écoule en 30 secondes. Et pendant 1 an, t'as cette épée de Damoclès. Puis, à l'époque, j'ai eu le droit d'être coté 0,40. Donc, pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, pas le droit de faire un prêt bancaire, rien. Parce que
parce que t'avais planté une boîte. Alors ça a été enlevé sous le gouvernement Hollande, ce qui est une très bonne chose, parce que pour se relancer après ça, c'est pas simple. Heureusement que j'avais créé une boîte avant, et que j'avais ouvert un compte avant, parce que du coup, on pouvait pas me le fermer. Mais qui est devenu Sido, du coup. Et là, business plan de 2 pages. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui m'éclate? De combien j'ai besoin pour vivre, pour rembourser mes dettes? Et oui, j'ai été chercher du travail. Alors, le truc cool, c'est quand t'as entrepris et planté, t'as quand même des gens qui te font confiance, et c'est valorisé sur le marché. Tous les gens qui m'ont reçu en entretien, j'ai été pris quasiment, mais pas sur des jobs qui me plaisaient suffisamment pour y aller. Ouais, j'ai été chercher aussi dans des grosses boîtes parce que ça rassurait mes parents et je voulais faire comme mes potes. Mais c'était clairement pas pour moi. Et donc je me relance dans une boîte où un prof à l'EM m'avait fait confiance et me faisait donner des cours, Régis Gouget. Je lui dis ça j'aime ça, j'ai des bonnes évaluations, ça me fait marrer, est-ce que je pourrais pas faire des cours et des formations? Et j'avais fait une bande dessinée sur la création d'entreprise en 11 étapes. Et la 11e étape, c'était l'échec. Qu'on a distribué à plus de 500 000 exemplaires en version papier à des générations de petits Belges, de Wallons qui ont tous reçu les BD, de Corses qui ont tous reçu les BD en 4e, 3e, sur comment créer un projet et qu'est-ce qui se passe quand ça se finit pas bien, parce que ça arrive. Et on a aussi des Guyanais qui ont reçu la BD et des jeunes dans l'Essonne. Et voilà, j'aimais écrire pour donner envie d'apprendre. C'est un peu la philosophie qui était derrière, c'est comment donner envie d'apprendre des sujets en passant par l'écriture ou par le dessin. Et j'aimais donner des cours. Et donc j'ai créé Sido sur ces 2 idées toutes bêtes. En mode, il me faut 1500, 2000 euros par mois pour vivre et rembourser mes dettes. Et déjà, si j'ai ça et que je fais ça, je serais heureux. Et je veux 8 semaines de vacances par an. Parce que j'en avais pas pris depuis 6 ans et que c'était une connerie, en fait, de pas prendre de vacances, que je revenais, j'étais tout le temps crevé, j'avais plus d'idées, plus de créativité. Et j'avais même pas envie d'aller tous les jours au boulot. Alors que finalement, en vacances, je m'ennuie vite. Et j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre le taf. Mais j'ai besoin de ça pour avoir envie de reprendre le taf. Donc ouais, j'ai appris plein de choses de cette première expérience, du coup, que je regrette absolument pas. Qu'il faudrait faire différemment, mais que je referai. Et que je referai, je pense, de toute façon, aujourd'hui, je pourrais pas la faire, parce que il y a plein de trucs, il y a trop de points d'alerte où je dis, mais faut pas y aller. Mais heureusement qu'à l'époque, j'ai été naïf. Et ça, je ne peux qu'encourager votre naïveté. Quels que soient les retours autour de vous, essayez. Tant que vous essayez pas, personne n'a la réponse si ça peut marcher ou pas. Et ça se trouve, en tentant, en ouvrant une porte, il y en a une deuxième qui s'ouvrira derrière, une troisième, et c'est sur la troisième que ça marchera. Et franchement, il y a rien de perdu. Enfin, moi, j'ai rien perdu là-dedans. Sido qui a bien marché, qui est plus connu sous les noms de Dessine-moi l'écho ou Sidologie. Dessine-moi l'écho, qui sont des vidéos qui expliquent l'économie, qui étaient diffusées sur lemonde.fr. Mais là, petit projet, on veut pas grossir. On veut juste faire des choses bien dans notre coin, choisir un peu les sujets sur lesquels on bosse. Et être très pédago. Expliquer clairement les choses. Ça, c'est un vrai leitmotiv, je crois, toujours. On dit la vérité. En tout cas, ce que dit l'état de l'art de la science à ce moment-là. Où d'ailleurs, j'ai failli avoir un procès avec GDF à l'époque. Alors, la marque n'existe plus, donc je peux le citer. Parce qu'il me demandait de faire une vidéo au nom de Dessine-moi l'écho sur la transition environnementale, écologique, et de présenter les ressources fossiles, et d'en présenter que 2, et pas 3. Alors qu'il y en a 3, en fait. Il y a pétrole, charbon et gaz. Il me demandait d'oublier le gaz. Bizarrement, c'était GDF. Je leur dis, mais on va pas dire, il existe des énergies fossiles comme le pétrole et le charbon. Enfin, non, il en existe 3 et on va les citer. Ah non, vous oubliez le gaz, en fait. Bah non, parce qu'en fait, le CH4 se transforme au CO2 au contact de l'oxygène, donc... oui, peut-être, ça produit moins de CO2 que le charbon, qui est le pire, que le pétrole, qui est un peu moins pire que le charbon, mais qui est pas terrible. Mais le gaz, ça produit CO2 aussi, donc c'est aussi du gaz à effet de serre, donc c'est aussi réchauffement climatique. Oui, mais en fait, on vous demande de l'oublier. Bah non. Et j'ai un mail où ils me disent, dans la vie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a du gris. Et là, on vous demande de faire du gris. Et j'aurais dit, bah non, et j'ai publié ce mail, en fait, sur les réseaux sociaux à l'époque. Tu cherches, là, Sylvain. Ouais, ça me paraissait ultra choquant qu'une grosse marque comme ça, que j'appréciais, en fait, tu vois, sur le papier, limite anciennement public, en plus, donc je me dis qu'il y a un peu des valeurs, et en fait, pas du tout. Rien à foutre. Et donc non, j'étais un peu couillon, un peu naïf. Je me suis fait engueuler par mes salariés de cette histoire, qui m'ont dit, c'est très bien que t'as refusé, parce qu'on a du coup refusé de le faire. On leur a facturé notre temps, et on leur a dit, débrouillez-vous, mais nous, on n'ira pas au bout. Mais ils m'ont dit, c'était très bien de faire ça, parce que c'est ça qui nous plaît dans la boîte. Par contre, d'aller le publier derrière et de nous mettre la boîte en danger pour une vendetta un peu personnelle, c'est con. Je peux l'entendre. Bon, c'est pas dit que je le refasse pas, mais faut pas que les clients aient peur de moi, hein, c'est pas l'idée. Mais c'est juste que si vous bossez avec nous, c'est pour nous donner un peu le droit de dire les vraies choses, et ça peut que vous
Pour moi, en disant les vraies choses, ça apportera de très bonnes choses derrière, qu'ils diront, moi, ils sont transparents, ils sont honnêtes, et ils savent que tout n'est pas noir et blanc, justement, et qu'ils acceptent que chez eux soit gris, et que, malheureusement, ils produisent du gaz, et qu'aujourd'hui, on a besoin, qu'on sait pas faire autrement. Qu'il faut partir sur cette transition, et que si eux en parlent déjà il y a 12 ans, c'est qu'ils étaient déjà, limite en avance. Bon, on se rend compte qu'ils étaient en retard, mais, bon, voilà. Donc, Sido. Aventure géniale, mais la boîte grandit, on embauche 2 salariés par an pendant 5 ans. On arrive au premier million d'euros de chiffre et je flippe. Je flippe parce qu'en fait, j'ai pas tant confiance en moi que ça. Parce que ça marche et que je sais pas trop pourquoi. Je maîtrise pas trop le truc. Est-ce qu'il y a des séquelles de la première aventure aussi qui ont un peu abîmé ta confiance et... Ouais, clairement, et même en management, je vois que ça commence à déraper un peu parce que je suis pas assez présent, parce que j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est être chez les clients, être sur des salons ou écrire, mais limite pas notamment auprès des équipes. Alors, j'adore les gens, mais je suis pas le meilleur pour les soutenir, pour leur expliquer, Et mon associée, qui est ma conjointe aussi aujourd'hui, elle était super forte sur ça. Mais du coup, pas facile de partir de ta propre boîte, en fait. Comment justifier que tu pars? Et je me le suis justifié, et le déclic, ça a été, le tipping point, a été qu'un collègue m'a créé un outil pour présenter nos offres commerciales de façon un peu plus jolie, parce que comme on faisait beaucoup de vidéos, comment envoyer une vidéo par mail? Faut voir qu'en 2012, YouTube existait pas aussi bien qu'aujourd'hui, c'était pas aussi simple, et que tu peux pas toujours diffuser une vidéo sur YouTube si c'est un client. Donc tu voulais que la vidéo soit accessible, mais pas, seulement du prospect, mais pas de tout le monde. Et pas mettre une pièce jointe, du coup. Ni un WeTransfer qui n'existait pas à l'époque. Et il me crée des mini sites web, en fait, pour présenter mes offres commerciales, avec un mot de passe que seul le client a, que je lui donne dans le mail. Et qu'en fait, sur ce site web, on avait foutu du Google Analytics, mais sans presque le savoir. Et qu'un jour, je me balade, je suis en vacances, sur mon Google Analytics, et que je vois qu'il y a 3 visiteurs sur mon site. Je regarde sur quelle page, et il y en a une des 3 pages qui était ma page secrète pour mon prospect. Donc je sais qu'a priori, c'est mon prospect qui est sur ma propale. Et du coup, je l'appelle. Bonjour, je viens prendre des nouvelles. Je fais, putain, c'est dingue, sinon j'étais sur ta propale il y a 2 minutes, j'ai rien compris. Alors on passe 1 heure au téléphone, je lui explique, en fait c'est exactement ce que je veux, mais heureusement que tu m'appelles maintenant, parce que je t'avais éliminé. Donc ok, on va bosser ensemble. Et là, je révèle mon pote qui m'avait fait ce mini site web, je lui dis, mais en fait, faut qu'à chaque fois que le mec se connecte, tu m'envoies une alerte, que je regarde ce qu'il a regardé, et que s'il a passé du temps dessus, que j'appelle tout de suite, parce que c'est à ce moment-là qu'il prend ses décisions, et que je peux changer le cours des choses, quoi. Enfin, le cours de la vente. Et du coup, je crée Tilki sur cette idée-là, de comment aider les commerciaux à relancer plus efficacement leurs prospects. Parce qu'en France, on relance assez peu, ou bêtement. Alors, tu te mets un process, au bout de 8 jours, tu rappelles que le mec a regardé ou pas. Que la propale soit toujours vivante ou pas, parce que ça se trouve, il a déjà pris sa décision, ça sert à rien. Et c'est très dur à faire la relance, c'est pas marrant à faire. Alors que là, quand t'appelles et que le mec est dessus, en fait, le prospect est content, toi t'es content, et ça simplifie la vie. On présente ça à un concours de start-up, des fonds nous disent votre idée est géniale, mais faut le faire à 100%. Et ils me disent ok, on finance ta boîte, tu quittes Sido. La clause un peu dure qu'ils me font signer, c'est que j'ai interdiction de travailler pour Sido, qui est ma boîte à 50%. Donc je négocie quand même 10 jours par an, si besoin, parce que je leur dis, mais si je suis encore président de la boîte, s'il y a un problème prud'homme ou justice, c'est à moi d'être face au juge, donc il faut que j'ai le droit d'y aller quand même. Donc je négocie 10 jours, je prends pas. Ils m'interdisent de donner des cours, aussi, qui était ma passion, pour que je sois à 100% pour Tilki, et on lance l'aventure avec un peu de sous sur PowerPoint, ce qui était un peu fou en 2013, parce qu'aujourd'hui ça se fait un peu plus, mais à l'époque c'était pas si évident. Et juste comment tu trouves la ressource là de lancer Tilki alors que tu es en pleine remise en question personnelle, je me sens pas très bon management, tu vois tout ce que tu nous as dit, ça grandit, est-ce que je suis la bonne personne, tu vois, t'as toutes ces questions là et à la fois tu lances ta 3e boîte en même temps. Ouais, sachant qu'en plus, ça se trouve, la 2e va peut-être pas survivre. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais t'es trop con, Sido, ça veut quand même dire Sylvain Ludo. Ludo est parti très vite, mais t'étais l'image de cette boîte-là, tu pars, il y a plus de boîte, quoi. Et que c'est tous mes revenus, c'est toute ma vie qui est là-dedans. S'il y a plus Sido, il y a plus plus grand-chose. En plus, il y a ma compagne, donc ça risque de foutre le bordel si cette boîte se plante aussi. Je sais pas. En fait, je flippe pour Sido, mais je me dis que je n'y apporte plus grand-chose. Et Tilki m'excite plus sur le projet, que je me dis, de toute façon, on verra bien. Enfin, j'en sais rien. Mais je sais vraiment pas.
Je peux pas te dire, à part que l'excitation du nouveau projet, le défi de travailler avec des devs, parce que tout le monde me disait que c'était des gens très bizarres à manager, ce qui est pas si vrai. Il faut juste les écouter, il faut juste passer du temps avec eux, et pas les prendre pour des gens bizarres. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de mon aventure Tilki. Et là, on part sur un projet un peu fou, avec un logiciel qu'on vend du coup pas cher, mais sur abonnement, qui est international. On a tout de suite des clients grecs, finnois, enfin finlandais, enfin des trucs assez hallucinants, et des gens qui nous font des retours comme quoi c'est canon. Mais c'est vachement plus compliqué que prévu. Parce que, en plus, en 2014, on était vachement en avance en France. On consommait beaucoup moins de logiciels SaaS qu'aujourd'hui. On aimait bien détenir son logiciel, on n'aimait pas payer des abonnements. Les boîtes étaient assez peu connectées sur des vieux navigateurs. Je me rappelle un de mes gros clients, Orange, il était encore sur IE7, qui était déjà plus maintenu depuis 4 ans. Mais qu'eux, ils pouvaient pas bouger, parce que c'était des logiciels qui étaient développés avec ce navigateur-là. Mais le problème, c'est que notre truc sur IE7, ça passait pas, quoi. Enfin, c'est tout moche, c'est tout pété. Et qu'on n'imagine pas, en fait, qu'on se dit le web, c'est facile. Mais il y a tellement de contraintes, en fait, de chaque client qui est différent et qui a mis en place des firewalls, des navigateurs dégueulasses ou des vieux OS qui font que ton truc, ça peut ne pas marcher chez lui, même si ton truc est nickel. Ça marche sur quelqu'un qui a un outil à jour, mais truc con, il y a plein d'ordi qui sont pas à jour dans les boîtes. Plein de navigateurs qui sont pas à jour du tout, parce que soit ils ont pas le droit, soit ils savent pas faire, soit personne s'en occupe. Et qu'en fait, toi, ça va faire que ton produit peut pas marcher chez eux. Voire limite, tu pourras pas uploader sa propale dans Tilki parce que son truc, il est pas à jour. Tu dis, mets-le à jour. Non, j'ai pas le droit. Ok. Donc du coup, ça veut dire que tu vas envoyer des pièces jointes dégueulasses, tu vas pas savoir ce que le mec fait après, tu vas pas pouvoir le rappeler au bon moment, parce que t'as pas ton navigateur à jour. Ouais. Ok, très bien, on va voir une autre boîte. Mais du coup, c'est vachement plus long que prévu, j'avais pas imaginé ça. Pareil, en France, je découvre que les boîtes n'ont pas de CRM. Et je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un CRM, ça me paraissait logique pour pas oublier, parce qu'en fait, j'ai 0 mémoire, donc je mets tout quelque part. Alors c'était Pipedrive, parce que je le trouvais très simple, très joli, très basique à lancer. Mais en fait, les 90% des boîtes en France n'ont pas de CRM. Voire quand t'es le long, de toute façon, il est pas complété non plus, donc c'est comme si elle n'en avait pas. Mais en fait, si tu connais pas ton taux de transfo, si tu sais pas qui tu dois relancer, t'as pas de problème de relance, en fait. Donc j'allais voir des boîtes en leur présentant un problème, ça les faisait chier. Ouais. Mais j'ai pas envie de savoir que mes gars relancent pas. J'ai pas envie de savoir que mon taux de transfo, il est à 12% alors qu'il pourrait être à 18%. Parce que quand tu leur demandes, les clients, toutes leurs propales se signent. Et enfin, quand ils disent 100%, c'est 30, quand ils disent 30%, c'est 10. Quand tu creuses dedans, ouais, mais c'est là que je savais que j'allais pas la signer. Pourquoi tu t'es fait chier à faire une propale alors? Ah, je le sentais pas trop, mais j'ai quand même fait. Mais peut-être que ça se trouve, si tu l'as appelé au bon moment, t'aurais peut-être eu une chance, en fait. Et de toute façon, en te disant, si t'es sûr de pas la signer, la fais pas. Enfin bon. Aventure dingue, on crée une boîte et je voulais aussi, parce que moi, mon vieux rêve vient d'un petit job de cuisinier à Malte. À l'âge de 18 et 19 ans, je voulais apprendre l'anglais, et pas à Londres, parce que je voulais du soleil, l'été. Et mon papa m'a payé mon billet d'avion pour aller là-bas, et derrière, il fallait que je vive sur place, que je me loge et que je bouffe. Et du coup, l'engagement, c'était de trouver un boulot pour ça, parce que j'avais pas de sous et que fallait que je paye ma bouffe et mon logement. Et ça faisait pas partie de l'Europe à l'époque encore, Malte, et donc du coup, j'allais bosser comme cuisinier dans les cuisines pour pas qu'on me voie et que j'ai le droit de travailler là-bas parce que j'ai pas mon visa. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont plus que choqué. Et parce que beaucoup de mes idées viennent de colère ou d'injustice ressentie. Et là-bas, on était payé en fonction de notre nationalité. Donc les plus payés, c'était les Maltais, avantage local. Et après, les Français et les Italiens, parce qu'on était censé savoir cuisiner vu qu'on venait de France et d'Italie. Après, le reste de l'Europe. et après, les Libyens. Et les Libyens qui étaient considérés en termes 2001 comme des singes et qui n'avaient pas le droit de toucher à la nourriture, à part l'un d'entre eux qui a le droit de faire des pâtes. Mais c'est tout. Les autres, c'est des plongeurs ou des... On est en 2001. Enfin, tu vois, on n'est pas c'était pas 1900. La préhistoire, là. Non. Et moi, les 2 mecs qui me forment, c'est un Roumain et un Serbe. Le Roumain, il est médecin légiste dans son pays, mais c'est un métier d'État où il est payé 250 € par mois. Et il dit, je viens faire ça pendant 5 ans avec ma compagne pour m'acheter une maison et faire mon métier après. Mais sinon, avec mon vrai métier, je peux pas gagner d'argent. Et le gars fait deux services, il fait 14 heures par jour. Payé 12. Et il m'apprend la vie, mais il est moins bien payé que moi de l'heure, alors que moi, je suis un gamin français de 18 ans qui a jamais fait de cuisine. Et je trouve ça déconnant. Le deuxième, c'est un Serbe, et lui, c'est son métier. Et lui, il a fui la guerre, il est parti en Italie faire la cuisine, il s'est fait virer d'Italie parce qu'il n'avait pas de visa.
Et ils se retrouvent à Malte parce que c'est un pays un peu entre les deux, quoi. Et le gars, pareil, il est moins payé. Et sans eux, on n'avait pas de pâte à choux, on n'avait pas de pizza. Enfin, on a plein de trucs qu'on pouvait pas faire. Il y a qu'eux qui savaient faire. Mais j'étais plus payé qu'eux. Et ça, c'était une vraie première question sur comment on paye et pourquoi. Comment tu mets en place une grille de salaire, qu'est-ce qui la justifie. Et parce qu'en fait, c'était pas dit, on s'en est rendu compte que je parlais avec ces mecs-là, parce que c'est eux qui m'apprenaient la vie, que ça me permettait de parler anglais. Et que ça a été un des trucs fondateurs de me dire, en fait, dans mes boîtes, si un jour j'ai une boîte, je veux qu'il y ait transparence des salaires. Je veux qu'on sache qui gagne quoi, parce que ça m'obligera à une certaine équité. Je dis pas que c'est juste, parce qu'on peut toujours trouver injuste, ou se dire que moi je vaux plus, ou dire lui il vaut pas tant, mais au moins tu le sais. Et il n'y a pas de... Je cherche à cacher ce que le dirigeant gagne, ou le directeur commercial, ou le directeur technique. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pour expliquer Tilki, parce que désolé, je fais des divagations, c'est les commissions, les tips, les pourboires, qui étaient donnés qu'aux serveurs. Et que je suis pas complètement d'accord que c'est que pour le service que tu donnes un pourboire. C'est aussi parce que ça arrivait chaud et que c'était bon. Parce que si ta bouffe était pas bonne, bah, tu donnes pas de pourboire. Et nous, on touchait à rien là-dessus. Et quand je suis allé voir la chef en disant, je comprends pas, pourquoi il n'y a pas un pot commun qu'on se repartage par rapport au taf de chacun, parce que c'est le taf de chacun. Il dit, ferme ta gueule, t'as 18 ans, repars à ta place. Et je me dis, non, c'est complètement injuste, parce que, limite, moi, ça me motive pas à faire de la bonne bouffe. Enfin, juste, je suis payé, mais pas bien. Et que le seul qui gagnera si je fais un truc génial et que je me déchire pour faire une super assiette, bah, c'est le serveur. Et deuxième petit point là-dessus, c'est que j'avais aussi fait de la livraison de pizza de 16 ans à 18 ans pour gagner un peu de sous l'été. Et qu'en tant que jeune blanc, je gagnais beaucoup plus que mon collègue qui était d'origine indienne. Et pourtant, on livrait les mêmes personnes. Mais je gagnais 2 à 3 fois plus de pourboire que lui. Et c'était complètement injuste aussi. Le mec livrait tout aussi bien, était tout aussi souriant, tout aussi sympa. Mais parce que j'étais blanc, je gagnais plus d'argent. Et je me suis dit, jamais dans ma boîte je veux recréer ces inégalités, ces injustices. Donc, chez Tilki, j'avais mis en place plein de trucs bizarres, comme la transparence des salaires, comme des grilles de salaire pour expliquer aux gens pourquoi ils allaient être augmentés ou pas, et juste qu'est-ce qu'ils pouvaient viser, et combien était payé le voisin, et de le comprendre. Je pouvais justifier chacun des salaires de ma boîte. Alors, ce qui m'a posé des problèmes, hein. Mais du coup, on l'affichait dans un document de contre-entretien, ce qu'on appelait ça, qu'on faisait lire avant de venir en entretien pour dire aux gens, attention, il y a des trucs bizarres dans cette boîte-là. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton âge, ta couleur de peau, ton sexe, ton salaire est déjà préfixé. Si tu veux plus parce que tu considères que tu as fait une meilleure école, bah va pas chez nous. Parce qu'en fait, à toi de faire tes preuves, tu iras peut-être plus vite, et donc tu gagneras peut-être plus, mais pas au démarrage. Et je sais que j'ai perdu des gars à cause de ça. Est-ce que tu as capté des talents un peu différents, justement ? Mais j'avais des gars qui se battaient pour cette boîte parce que ils se sentaient pas... Ils trouvaient un modèle plus juste, où tu savais pourquoi tu étais là. Tu te battais aussi pour les collègues, et pas que pour ta gueule. Et le deuxième truc qui bien marchait bien, c'était sur les équipes commerciales. Alors j'ai pas réussi à faire des tips communs à toute la boîte. Enfin, des tips et commissions. Mais je faisais des équipes où dedans, il y avait un SDR, un closer, un formateur et un CSM, et un marketeur pour générer des leads. Donc j'ai des petites équipes de 5, mais ils avaient le droit de faire un peu de tout dans la chaîne. Potentiellement, ils avaient le droit de faire du call jusqu'à la vente et la formation. Et du coup, ils se partageaient la commission sur la vente qui avait été faite, avec des pourcentages un peu différents, mais ils touchaient tous quelque chose, ce qui fait que le client appelait, même si le commercial était en vacances, ils pouvaient répondre, parce que de toute façon, à la fin, ils allaient en toucher un bout. Et le client n'appartenait à personne, il appartenait à l'équipe, potentiellement, mais à la boîte. Et qu'on avançait tous dans la même direction. Et ce qui créait un truc où très collectif, dont on s'arrachait pour le collègue, en fait. Et pour le projet, mais aussi pour le collègue. On va pas le laisser dans la merde, là, il y a un client qui l'embête, ou il y a un client qui demande plus de boulot, on va tous l'aider. Même si c'est pas notre client à nous, parce qu'en fait, de toute façon, on touchera aussi. En fait, on avait mis en place cette philosophie que c'était les clients de tout le monde, en fait. Et si le client n'était pas content, c'était le problème de tout le monde. Mais ce qui est plus compliqué à manager potentiellement, ou à contrôler, ce qui a posé le problème avec mes investisseurs, parce qu'ils maîtrisaient moins ces modèles, et que c'est vrai que j'avais des gars qui étaient difficilement remplaçables, qui savaient faire plein de choses, qui étaient ultra talentueux, mais qu'à remplacer, c'était très compliqué. Mais qui en plus, bizarrement, étaient presque moins chers que des ultra experts de chacun des 5 sujets. Mais eux, ils se sentaient mieux dans une boîte où ils avaient le droit de faire un peu de tout. Mais après, je suis un peu comme ça, je m'ennuie vite sur une seule et même tâche. J'ai besoin d'avoir le droit de faire un peu d'autres tâches. Ça veut pas dire que
Je rappelle, j'ai fait quand même que 4 boîtes en 20 ans. Donc j'ai fait des cycles de 5 ans à chaque fois, et pendant 5 ans, j'ai fait que ça. Eux, c'était un peu des mecs comme ça. Ils avaient besoin, ok, je vais faire que ça, mais par contre, je veux pouvoir toucher un peu du market, je veux pouvoir me former à savoir utiliser LinkedIn, je veux pouvoir me former à faire du CSM, même si mon rôle, c'est que de faire du cold call. Ouais, là, tu vas vraiment à l'encontre, enfin, je pense qu'il faut le dire, tu vas à l'encontre des organisations, des startups, là, dont on parle beaucoup, où c'est très cloisonné. Très fordiste, très... on est sur du néo-fordisme, ouais. Très des tâches contrôlables et très des gens remplaçables. Et ça, c'était pas trop ma philosophie non plus. Ouais. D'ailleurs, l'autre truc bizarre, c'est que mes salariés étaient actionnaires de la boîte. Et ils étaient rentrés dans la levée de fonds comme des investisseurs. Et que c'était aussi leur boîte. Et que même notre levée de fonds, on l'a votée collectivement. On est parti en séminaire. J'aurais présenté 3 plans de développement de la boîte. C'est un moment où on était à l'équilibre. Donc on aurait pu continuer sans lever. Mais on était 12. Et on s'est dit, soit on fait ça, mais on va mettre du temps à grandir. Parce que sur du logiciel SaaS, sur 12, t'as 6 devs et 6 market commerce. Du coup, ce sera long. Soit on lève un peu pour accélérer en France, soit on lève beaucoup pour ouvrir l'Allemagne et l'Angleterre, parce qu'on avait identifié des potentiels sur ces pays-là. Et qu'à l'unanimité, en connaissant les risques, on a dit on lève beaucoup, parce que ce qui nous fait marrer, c'est de se développer et de grandir. Et ça aussi, c'est quand j'ai raconté ça aux investisseurs, ils m'ont dit mais d'où tes salariés, ils ont un droit de parole sur ce sujet? D'où ils l'ont pas? Je vais pas les amener faire un truc qu'ils ont pas envie de faire. Enfin, au bout d'un moment, je peux pas tout faire, ils sont 12. Juste, moi, je peux bosser comme 2, et je bosse comme 2, parce que j'adore ça. Mais pas comme 12. Et que si je les embarque pas, ils vont pas bien bosser. Et donc la boîte, elle avancera pas. Et moi, je suis prêt à le faire avec eux. Après, de toute façon, je sais comment présenter les choses pour les amener vers le projet qui m'intéresse le plus aussi. Mais clairement, si j'avais eu un veto fort sur le projet de développement important, on aurait peut-être pris la version B, qui était cool aussi de dire on est les numéros en France, c'est déjà un très beau projet. Et tu t'avais posé toi l'ambition du projet dès le départ? T'avais une idée de ce dont t'avais envie? Non, j'avais plus envie de défis que de chiffres. C'était peut-être une erreur ça. Je voulais proposer un produit international qui soit utilisable par n'importe qui. Et l'objectif, c'est d'avoir une boîte. Mon vrai défi, c'était de montrer qu'on pouvait grandir à une centaine de salariés avec ce modèle d'équipe. Parce que clairement, le management au-delà de 20 personnes, il change. Et que tu es obligé de mettre des strates intermédiaires qui, moi, me posent problème, j'aime pas ça. Et pareil, j'aime pas avoir de manager entre mes équipes et moi. Ce qui a été un des soucis quand on est passé à 32, où on a mis en place quand même, où certains ont pris ce rôle-là, et que j'avais plus le droit de parler aux équipes. Et que moi, je déteste être dans ma tour d'ivoire, dans mon truc isolé, dans ma prison dorée, dans la boîte. Non, moi, de toute façon, je suis dans l'open space avec tout le monde, à la même place que tout le monde, avec le même ordi que tout le monde. Et c'est ça que j'aime, en fait. Et j'ai une idée, je vais en parler à un mec que je croise, enfin, un collègue que je croise, et tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Et s'il me dit c'est pas con, je lui fais une landing page, j'appelle 3 prospects et on essaye. Mais j'entends que ce soit aussi, ça peut dysfonctionner, ça peut foutre le bordel dans l'organisation si un directeur commercial qui donne des objectifs et que du coup, il prend 3 jours de sa semaine pour faire autre chose qui n'était pas prévu, il va peut-être pas atteindre ses objectifs. Mais là, j'ai commencé à être malheureux à cause de ça, parce que je perdais un peu le sens de cette boîte-là. Et donc du coup, on a fait cette grosse levée de fonds et j'avais un plan très clair et qu'on nous a fait un peu évoluer ce plan vers un plan plus traditionnel et que j'ai été obligé d'aller dans certaines directions plus traditionnelles. Mais c'est là où j'ai fait une énorme connerie, et eux aussi d'ailleurs. C'est d'avoir fait beaucoup trop de compromis. De ni avoir fait ma strat, ni avoir fait la leur. Et peut-être que la leur aurait été meilleure. Hein. J'y croyais pas, c'était pas. En tout cas, je ne pouvais pas, moi, la mener. Parce que j'y croyais pas, ça me correspondait pas. Mais en tout cas, je faisais tout pour pas y aller, mais j'allais pas complètement dans la mienne, parce qu'eux ne croyaient pas la mienne. Et que c'est là où c'est couillon. Enfin, ils n'y croyaient pas la mienne dès le 2e mois, après avoir mis l'argent dans ma boîte. Alors, j'avais présenté ce plan-là, et que franchement, je suis assez transparent, et que j'ai pas menti sur ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Si eux n'y croyaient pas, pourquoi ils ont mis l'argent? Enfin, c'est presque là l'erreur, elle est de nous deux. Hein. C'est moi de pas l'avoir ressenti, qu'en fait ils y croyaient pas, et de pas me l'avoir dit qu'ils y croyaient pas. T'avais rencontré plusieurs fonds d'investissement? Ouais. Mais là, on était couillons aussi, parce que 2 qui ont fait la même propale, et on a pris celui avec qui on a le moins bon fit humain, mais qui avait déjà revendu des boîtes. À partir du moment où tu lèves des fonds, il faut savoir qu'il faudra sortir les fonds de ta boîte, et soit tu fais rentrer des plus gros fonds qui rachètent tes petits fonds, soit tu t'introduis en bourse, qui est le Graal, mais qui est pas facile, soit tu revends ta boîte, ce qui est le projet qu'on te demande d'avoir, et qu'on te demande de présenter lorsque tu lèves des fonds. Comment tu vas pouvoir sortir. Enfin, comment eux vont pouvoir sortir.
Et on a pris le fonds qui avait déjà revendu des boîtes. Parce que ça demande certaines compétences qui sont pas toujours évidentes, et qu'il faut du réseau, il faut des contacts, et que c'est un fonds qui avait des très très belles boîtes, qui avait déjà revendu à des très belles boîtes aussi, qui étaient des cibles pour nous. Alors que l'autre fonds se lançait, et ils n'avaient pas ce track record, comme on dit dans le business. Et du coup, nous rassurer moins. Parce que pareil, ça a été aussi un peu un choix. Enfin, on n'a pas imposé ce fonds-là aux équipes. Mais ça a été une erreur. Du fonds et de nous. De s'associer ensemble sur un projet qu'on voulait pas faire ensemble, en fait. Mais une fois qu'ils sont là, c'est compliqué de les sortir. En plus, moi, ils m'ont vraiment fait perdre confiance en moi de ouf, mais des trucs tout cons. Mais ça paraît... Ma compagne m'a engueulé beaucoup en me disant « Mais pourquoi tu t'es laissé faire et pourquoi ils ont réussi à te faire perdre confiance en toi ?» Mes premiers boards... donc premier comité avec eux. Ça fait 3 jours qu'ils sont rentrés au capital. Je présente mes chiffres. J'arrive, on est sur un gros client dans l'industrie où on a tous les voyants au vert, sauf le DG qui a toujours pas signé, on comprend pas. Et on sait qu'ils connaissent cette boîte-là et qu'ils peuvent potentiellement nous aider. Donc je leur explique où on en est et qui on a bossé, ce qu'on a fait, les résultats, qui sont tous très bons. Je leur dis là, j'ai besoin d'un coup de main parce que le mec, je suis pas dans ses réseaux, je suis pas aux bons endroits et il faut qu'il ait aussi un coup de cœur sur le projet. Sur des petites boîtes comme ça joue parfois sur des trucs tout bêtes. Pas de réponse. Je réexplique, je répète. Ils font désolé, on t'écoutait pas. En fait, tes slides sont tellement moches que ça donnait pas envie. Ça faisait une demi-heure que je parlais. Ah oui, les slides étaient tellement moches qu'ils avaient pas envie. Pas quelque chose comme ça. Et what the fuck. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Et je leur dis en plus, après, comme je suis un peu couillon... mais comment tu repars après la réunion? Ah putain, c'est dur. Tu rames, mais tu dis, parce que du coup aussi, je repars un peu en m'énervant, en disant, j'ai une graphiste interne, je vois pas l'intérêt de la faire bosser là-dessus. Elle bosse pour les clients. Pour vous, mes slides sont compréhensibles, c'est les mêmes que je présente à mes fonds, qui étaient déjà au capital depuis 3 ans. Ils m'ont jamais fait de remarques. Ok, je vois pas les couleurs, ok, je suis pas graphiste. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment le sujet? Je vous ai envoyé tous les Excel avant. Si vous voulez faire vos propres tableaux, faites-les. Enfin, vous avez tous les chiffres, amusez-vous avec si vous voulez. Mais me dites pas que ma présentation est moche. Je fais quand même bosser ma graphiste dessus, parce que je comprends que c'est un sujet pour eux. Et deuxième board, ils me demandent d'embaucher un nouveau Dirco, sachant que notre Dirco a mis 100 000 balles dans la boîte et est présent au board. Et devant lui, ils disent, on le trouve pas très bon, on devrait en tourner un autre. Et en plus, Sylvain, tu sais pas recruter, donc tu vas passer par un cabinet de chasse, parce que franchement, tes recrutements, c'est la cata. Ok. Déjà, il est là, moi je le trouve très bon, et les équipes l'adorent. Après, on va voir avec lui, donc on se met d'accord que lui va garder tout ce qui est PME, et qu'on va chercher un directeur commercial grand compte, qu'on est moins bon et qu'il a moins envie de faire. Et on leur demande du coup 3 cabinets de chasse, parce que je lui dis, si j'en choisis un, ils vont encore me dire que j'ai mal choisi, donc on demande 3 à eux, et j'en choisirai un parmi les 3. Et 3e board, je leur présente, ok, on va bosser avec eux, voilà le poste qu'on a créé, qui peut coller, machin. Putain, très bien, enfin tu nous écoutes, c'est bien. Bon, maintenant que tu vas avoir un bon Dirco, quand est-ce que tu embauches un bon directeur marketing? C'est un peu mon boulot du coup. Ouais, un bon, ce serait bien. 3e board, ça fait 6 mois. Et franchement, ça fait marrer. Enfin, tu dis, c'est des couillons, enfin, tu vois, c'est des remarques nazes. Mais en fait, quand toi, tes chiffres, ils vont pas aussi vite que prévu, quand toi, tu te mets à douter, c'est des petites remarques à la con qui font qu'en fait, tu te trouves nul et tu penses que tu es nul et du coup, tu arrives encore moins à faire les choses. C'est hyper infantilisant, la façon de faire. Mais le pire, c'est que j'avais créé un groupe de directeurs marketing de boîtes que je trouvais géniales, comme Alan, Spendesk, Payfit, PeopleDoc. Et ces gens-là sont venus dans mon groupe parce qu'ils pensaient que j'étais peut-être pas assez nul, a priori, et qu'on allait se partager des choses. Et que dedans, j'en ai trouvé 1 ou 2 que je trouvais vraiment géniaux, largement meilleurs que moi, et à qui j'ai essayé de tâter le terrain. Ils m'ont dit, non, mais Sylvain, qu'est-ce que tu veux qu'on aille se faire chier dans ta boîte? Vous êtes 30, moi je suis dans une boîte de 300, je suis directeur marketing, pas de 300 personnes ou de 3000 personnes. C'est pas la bonne taille, et ce que tu fais, c'est très bien. Donc je leur dis, j'ai essayé, tu vois, j'ai tâté, je suis couillon. D'où j'ai essayé d'embaucher un mec pour me remplacer. Enfin, déjà, comment j'ai pas réussi à leur dire, non mais les gars, vous déconnez là. Si vous y voulez vraiment pas, cassez-vous. Et j'ai pas osé. J'avais pas suffisamment confiance en moi à ce moment-là, j'étais en doute complet et... Bon, enfin, c'est quoi le pouvoir qu'ils ont finalement pour anesthésier ça? Parce qu'ils viennent, ils sont minoritaires au capital. Ouais. Ils ont quoi comme pouvoir pour finalement faire perdre un peu l'âme de l'entreprise? Ils ont plein de droits de veto.
Parce qu'en fait, sans être majoritaire, ils ont ceux qui votent les 4 plus gros salaires de la boîte, enfin s'il y a augmentation ou pas, dont le mien. Ils votent si on peut créer, enfin ils ont un droit de veto sur le fait qu'on puisse créer une filiale ou pas, sachant qu'on avait levé des fonds pour créer des structures à l'étranger et qu'ils nous ont dit si vous faites pas ça, on vous accepte pas la structure en Angleterre, par exemple. Et qu'en fait, nous à ce moment-là, on a commencé à ramer en fait, à vouloir partir sur les plus grands comptes, les cycles de vente étaient beaucoup plus longs. On a voulu du coup changer du modèle PME parce qu'ils nous ont dit c'est là-dessus qu'il y a plus d'argent à faire, qu'on y a cru et qu'on n'y arrivait pas. Et donc tu perds un peu confiance en toi aussi en fait. Ça marche moins bien que prévu et pourtant j'ai déjà réussi à faire des choses, on a déjà réussi à faire 1 million de chiffres juste nous. Mais là tu décolles pas. Et les trucs, tu sais pas pourquoi. Et ils ont plein de raisons pour dire pourquoi en fait. Et du coup t'essayes, ça marche pas non plus, tu te dis que c'est de ta faute parce que tu l'as mal fait. Tu te remets en question, ce qui est un peu normal en tant que dirigeant, c'est sain, tu vois. Mais là peut-être trop en fait. Trop à partir sur des choses qui n'étaient pas complètement nous, qu'on maîtrisait pas assez ou qui nous correspondaient pas complètement. Donc ça, c'est la 3e boîte, du coup. On est toujours la présentation, en fait. Et l'ambiance, là, chez Dilky, avec l'arrivée de ce fonds-là, change. Pas trop, je sais que ça se voit pas trop. Ouais. J'essaie de prendre sur moi, que c'est moi qui absorbe ces coups-là. Je suis un peu l'amortisseur du truc pour que les équipes le ressentent pas et qu'elles soient pas démotivées. Elles le ressentent un peu en voyant ma tête. Mais ils croisent pas les fonds, je leur transmets pas ces messages-là, évidemment. Les fonds sont parisiens, donc on les voit pas au quotidien non plus. Et j'essaye de les protéger de cette pression-là, en fait. En me disant, c'est à moi d'assurer, c'est pas à eux de vivre ça. Mais ils comprennent et ils voient que je traîne des pieds pour venir au boulot le matin, ce qui me ressemble pas beaucoup. À tel point que je fais des conneries à titre perso, c'est ça qui m'a fait le tipping point. Je deviens con à la maison. Je suis jeune papa et je deviens méchant. Avec ma compagne, avec ma fille. Et elles ont rien demandé. C'est pas de leur faute. C'est juste que je suis tellement mal dans mon boulot que je deviens con. Je deviens encore plus agressif sur les réseaux sociaux, donc j'ai certes le côté transparence, mais je peux être parfois impertinent, et là je devenais con. À tracher bêtement, en fait. Parce que j'avais de la colère et que j'adressais aux mauvaises personnes. Et à tel point qu'on est proche de se séparer avec ma compagne, et que je me dis, en fait, non, c'est con, je vais pas me séparer à cause d'un boulot. Et que je vais voir mes associés, dont mon DIRCO qui était resté, et mon associé cofondateur CTO, et je leur dis, il faut que je parte. Faut me libérer. Sauf que j'ai une autre clause à la con dans mon pack qui est bad liver. Si je quitte la boîte dans les 2 ans après la levée, là ça fait moins de 18 mois, je dois vendre mes parts avec 90% de décote. Ce qui est ultra violent. Et ce qui est injuste. Et du coup, je ne peux pas partir. Si c'est moi qui vais les voir en disant je suis pas bien, il faudrait me laisser partir, ils ont le droit de me prendre ma boîte. Pour rien. Ou presque rien. Et donc je vais pas les voir. Ce qui est aussi une connerie, cette clause qui m'a fait peur. Alors ça se trouve, j'aurais pu les voir, ça se trouve, ils auraient été ouverts à la discussion. C'est ce qu'ils m'ont, pour certains, qui me l'ont dit après en disant, on n'était pas obligé de l'utiliser cette clause. Mais vous avez le droit, en fait. À partir du moment où je viens de dire j'ai envie de partir, je me mets en risque. Et est-ce que tu vas être honnête de pas utiliser cette clause? J'en sais rien. Vu que tu m'as fait des sales coups, c'est compliqué pour moi d'avoir confiance en vous. Et eux ont peur de moi, parce que comme ils voient que je suis agressif et que je peux péter des câbles à l'écrit, je suis jamais agressif physiquement. Mais ils ont peur que je raconte des histoires, que je les pourrisse sur les réseaux. Et donc du coup, on se fait peur l'un l'autre, mais sans se le dire. Et du coup, là, pour l'anecdote folle, Mathieu, je t'en veux pas, et c'était con. Un chargé d'affaires d'un fonds que j'aimais beaucoup, et lui, je l'aime beaucoup, j'estime beaucoup. Il m'a toujours fouetté, mais avec intelligence, en me présentant des gens très bons qui avaient fait des conneries, et qui avaient réussi à dépasser la connerie pour trouver les solutions. Donc ça a été toujours très positif quand lui me disait c'est une connerie que t'es en train de faire. On a préparé ensemble la Saint-Élion. Tout le mois de novembre, tous les week-ends, on partait ensemble courir pour préparer ça. Le jour de la Saint-Élion, je suis allé chercher en Uber avec un client et un copain. Et on a commencé la Saint-Élion à 4. On s'est envoyé c'est une Saint-Élion horrible, il pleuvait, c'était affreux, froid, tout, enfin, comme toutes les Saint-Élion. La Saint-Élion. De nuit. Et on s'envoie des messages. La Saint-Élion, juste pour ceux qui connaissent pas, parce que nous, on acquiesce, parce qu'on est de Lyon, c'est une course qui fait 72, c'est ça, kilomètres. 70 à 80. Ouais, selon les années. Le 1er décembre à peu près. Et tu relis Saint-Étienne à Lyon. C'est ça. Voilà. Dans des petits chemins. Tu pars à minuit, t'arrives à 7h du matin. Ouais, c'est un truc il de maso, fait quoi. -2, t'es sous la neige, sous la pluie, tu vois rien et ça glisse. Oui, c'est ça. C'est un truc de maso, c'est le terme. Mais c'est le défi trail un peu marrant. Et donc on s'envoie des messages qu'on a mal aux pattes parce que c'est compliqué, parce qu'on a chié. Et le lundi,
le lendemain de la Saint-Élion, il appelle mon associé pour lui dire rendez-vous urgent et très confidentiel, on veut te voir toi, on vient mercredi de Paris pour te voir toi. Mon associé me prévient, il me dit ça pue. Ils t'ont appelé ou pas? Non, ça pue, ouais. Qu'est-ce que je dis? Je lui dis tu dis rien, t'écoutes et tu me fais un débrief et on prend une décision ensemble. Et le mercredi, 3 jours après du coup cette Saint-Élion, à 12h05, moi je reçois un texto, putain j'ai encore mal aux jambes, mais toi comment ça va? Et à 12h35, il s'assoit face à mon associé, et grosso merdo, alors moi j'ai que la version de l'associé, parce que mes avestes m'ont jamais parlé en 2 ans et demi, depuis mon départ, enfin non, 2 ans. Et on veut plus de Sylvain, faut qu'il dégage, qu'est-ce que toi tu veux pour accepter de le faire partir? Parce que comme ils sont pas majoritaires, ils peuvent pas le faire sans lui. Et en gros, il propose de l'argent pour me faire partir. Donc lui, il vient me voir à 15h en disant, carte sur table, tu peux rester parce que on a dit qu'on se lâchait pas, mais ils vont continuer à nous pourrir la vie, et ils nous font plus confiance, et de toute façon, pour eux, tant que t'es là, la boîte peut pas marcher. Ou tu pars, et moi, ils me redonnent des sous pour la boîte, ils me donnent des sous à moi, et quelles sont tes conditions? C'est-à-dire que là, vous courez ensemble le week-end, ils te disent rien, C'est et ça. ils te virent 3 jours après. Ils demandent ma tête contre de l'argent Ouais. 3 jours après, et sans jamais me parler. Et j'ai jamais eu de contact avec eux. Donc c'est mon associé qui fait intermédiaire, donc j'ai même pas eu d'échange de pourquoi si violemment et pourquoi comme ça. Donc moi je suis au fond du trou, perso en termes de confiance, et je demande à récupérer l'argent que j'ai investi en Serie A avec eux. J'avais mis 100 000 balles perso de salaire que je m'étais pas versé et que je remets dans la boîte. J'ai dit je veux récupérer cet argent parce qu'en fait j'ai travaillé. Et que maintenant c'est plus ma boîte. Enfin si je pars, c'est plus moi qui gère, donc j'ai plus la même confiance dans la boîte que quand j'y étais. Donc je vais récupérer cet argent, je vais être libéré assez rapidement pour pouvoir faire autre chose, que j'ai des clauses d'exclusivité, de machin, de trucs, où j'ai pas le droit de travailler, de facturer quoi que ce soit d'autre. Donc je leur dis je veux pouvoir facturer, parce que j'ai plus de boulot et j'ai pas le droit au chômage. Je suis pas à la rue, mais je veux être libéré. Et je veux que vous gardiez mon Dirco, Steph, qui est un mec génial, que je trouve toujours aussi bon, au moins jusqu'à juin, parce qu'il est en train de signer 3 gros comptes, et s'il les signe, c'est bon, la boîte elle explose, et c'est parti. Donc laissez-lui sa chance, bordel. Je sais que vous l'aimez pas, mais je veux qu'il reste, donc si je pars, je veux qu'il soit gardé au moins jusqu'à juin de l'année prochaine. Donc 6 mois de plus. S'il a pas signé, ok, de toute façon il partira lui-même, parce qu'il y aura conscient qu'il aura échoué, mais laissez-lui jusqu'à juin pour signer, bordel. Et c'est tout ce que je demande, je crois. Et j'ai réponse dans la soirée de Mathieu qui m'envoie un mail. Si, j'ai quand même eu ce contact-là. Ok pour tes demandes, par contre on te demande de partir sous 2 jours. Et Stéphane, ok, mais jusqu'à fin mars, pas fin juin. Ça faisait combien de temps que tu bossais là dans cette boîte? 6 ans. Et les 30, après 6 ans, 2 jours. 32, 35 salariés, c'est moi qui les ai tous recrutés. Ouais. Et du coup, je suis pas allé au boulot les 2 jours qu'on suivi, et le 3e jour, réunion du lundi matin 9h. Salut les gars. J'avais préparé mon pitch, j'adore pitcher. Mais je pleure, tout de suite. En gros, les invests me font pas confiance, et pour le bien de la boîte, faut que je m'en aille. Et je passe la main à mon associé, en qui j'ai confiance, qu'un mec bien, et pas entre de mauvaises mains. Mais je suis désolé, si je reste, de toute façon, ce sera la cata aussi. Et bon courage. Et là, à midi, mon associé me coupe Slack et mes mails, le jour même à midi. Je rentre chez moi, et avec mon petit carton, avec ma petite peluche Tilky qui est trop mignonne. À l'américaine, quoi. Ouais, qui était a priori un peu un choix, parce que du coup, ça a fait un tremblement de terre dans les équipes, qui était aussi là pour le projet managérial, qui était aussi là pour le projet de vie qu'on proposait, et qu'on dit, non, si on part sur un modèle très pyramidal, traditionnel, nous, on s'y trouve moins bien, et que c'était fait pour que tout le monde ait envie de partir. Et du coup, il y a eu, 26 départs sur 35 personnes dans les 6 mois, entre des gens qui ont dit, je pars de moi-même, et ceux à qui on a dit, la porte, elle est par là-bas, là, tu fais droite, gauche, et tu reviens pas. Et c'est quoi, ma question est peut-être un peu naïve, mais c'est quoi l'intérêt du fond, là? Tenter autre chose. Ils considéraient que ma stratégie était droit dans le mur, ils avaient peut-être pas tort. Il nous restait 10 mois de trésor, et si on signait pas nos 3 grands comptes, on était mort. Et que du coup, ils se sont dit, sur l'année de trésor qui nous reste, on va tenter autre chose, parce que s'ils les signent pas, la boîte est foutue, donc autant tenter un truc qui nous rassure, qu'on comprend, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Mais on maîtrise une feuille Excel avec un PowerPoint. Ils sont pas dans l'opérationnel. Ils ont même pas compris notre produit.
À part le fameux Mathieu qui lui l'utilisait en plus même en tant que VC, parce que pour envoyer une LOI à une startup, il voulait savoir quand est-ce qu'elle était lue, quelle page, combien de temps par page, et lui ça lui permettait de relancer, donc lui il avait tout compris. Mais les deux autres n'ont jamais pris un compte, n'ont jamais testé, n'ont jamais même compris ce qu'on vendait. Donc, les deux autres, ceux qui m'ont fait partir principalement. C'est Mathieu qui a été le porte-parole parce qu'on lui a demandé de le faire. Et là, ton chargé d'affaires, en fait, dans les fonds d'investissement, c'est quoi? C'est une personne qui vient relever les comptes et qui s'assure que tous les 3 c'est mois, un salarié du fonds à qui on demande de relever les comptes, de dire où en sont les boîtes, de valoriser les boîtes et de dire est-ce qu'il y a une chance qu'elle fasse x10 ou x100 ou est-ce qu'elle va échouer. Et eux, ils sont partis vite du principe qu'on allait échouer. Tant que c'était moi qui étais à la tête et qu'il y avait peut-être une chance de faire autrement avec un autre mec. C'était perdu d'avance, de toute façon. Un peu. Mais c'est là où on était cons tous, parce qu'on se l'est pas dit, en fait. Enfin, nous, on a eu des propositions pour les faire sortir au bout de 6 mois, mais on se sentait pas de le faire, de perdre 6 mois, C'est-à-dire que t'as d'autres fonds qui viennent et qui disent on sort ce fonds-là, on reprend. Non, mais qui viennent te voir et tu dis, moi, ça se passe très bien, il faut mettre t'inquiète. Dans ce cas-là, on les remplace et tu dis, ouais, mais je repars dans une longue négo, ça me défocus de mon business, qui est c'est pas l'essentiel, tu vois, de lever des fonds. Parce que lever des fonds, c'est un deuxième job. C'est un job à plein temps, mais qui te fait pas gagner de l'argent. T'as de l'argent sur ton compte pour le dépenser, pour en gagner, mais tu fais pas ton business qui en rapporte, en fait. Donc tu dis non, c'est pas la prio, je vais faire avec et si l'enjeu, je voulais aller voir les partenaires, leur boss, pour leur dire ces 2 gros cons, changez-les-moi. Mais j'ai pas osé le faire tant que moi j'atteignais pas complètement mes objectifs non plus, parce que j'étais aussi un gros con. Du coup, de pas les atteindre. Enfin, tu vois, j'étais qui pour aller voir les boss, pour leur dire c'est des mecs où ça. Mais en fait, c'est un fit humain. C'est des mecs sûrement très bien, dites perso. C'est juste là dans le boulot, ça collait pas, et ça arrive dans le boulot que il y a des gens qui sont très bien dans la vie perso, mais que ça colle pas parce que ça a mal démarré, parce que t'as pas les mêmes caractères et qu'effectivement, eux, ils aimaient pas que je leur réponde et que moi, je savais pas faire autrement. Quand je trouvais bête ce qu'ils me donnaient comme conseil, je leur disais non, je trouve ça bête. Ou justifie-moi que c'est pas bête. Et comme ils avaient pas tant d'expérience que ça, que finalement c'est des financiers, c'est pas des opérationnels, c'est ni des marketeurs, ni des mecs sur le terrain, c'est des trucs qu'ils avaient lus dans des bouquins ou qu'ils avaient entendus en cours, ou qu'ils avaient vus dans d'autres boîtes, mais c'est pas eux qui faisaient. Donc limite, je leur disais, donne-moi le contact du mec qui l'a fait, pour que j'aille le rencontrer, que j'aille le challenger, et que je vois si ça peut être intéressant pour moi. Mais toi, quoi que tu me dises, de toute façon, je trouve ça con. Donc c'est aussi mon problème à moi. Je les estimais pas beaucoup. Clairement. Et comment tu t'en remets, sur quoi tu t'appuies, vers qui tu te tournes, parce que là tu dis ta confiance elle est assez détruite, c'est hyper violent en 2 jours de sortir d'un projet dans lequel t'as investi 6 ans. Ouais, mais presque le plus dur c'est du coup je me fais sortir en décembre et en janvier de voir mes salariés, mes ex-salariés malheureux qui m'appellent en disant Sylvain, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je dois rester, pas rester, ils me demandent de partir, qu'est-ce que je peux négocier. Et que j'aide mon associé, qui est lui dirigeant de la boîte du coup, à faire partir les gens proprement. Pour qu'ils soient eux qui ont envie de partir, je les aide potentiellement à trouver des boulots, parce que moi j'y tiens, ces mecs-là en fait. Mais c'est super dur de m'occuper, enfin si, ça me fait du bien de m'occuper d'eux, je me fais engueuler en me disant mais qu'est-ce que tu fous là-bas, tu fais du travail gratos, pour une boîte qui t'a viré salement. Mais moi j'ai un engagement vis-à-vis d'eux, et je me sens ultra mal de les avoir abandonnés, parce que je les ai un peu abandonnés quand même. J'ai accepté de partir, j'aurais pu tenir. Et donc je fais un peu ça, donc ça m'occupe un peu. Je fais le Père Noël à la crèche de ma fille parce que il y a aucun papa dispo un mardi à 15h. Tous les gamins adorent sauf un gamin qui pleure, c'est ma fille, qui a très peur du Père Noël du coup. Affreux. Mais tout va mal à ce moment-là. Il y a rien qui se passe bien. Et je fais des cauchemars de mes chargés d'affaires que j'ai envie de taper. Et je n'ai pas réussi à refaire un board, je suis pas allé, pourtant, ils m'avaient sucré ma place, si, dans les trucs qu'ils m'ont demandé, c'est que j'ai plus droit de vote. Mais j'avais quand même négocié une place de spectateur, au moins, pour savoir ce qui se passait dans ma propre boîte. Mais j'y suis jamais allé, parce que j'avais trop peur de ma réaction. Le mec qui me tend la main en disant ça va, j'avais peur du coup de boule qui parte trop vite, parce que non, me demande pas si ça va, putain, tu viens de me virer comme une merde, tu m'as jamais même offert une bière pour en discuter, m'expliquer pourquoi. T'as jamais eu de feedback? Jamais. J'ai eu un appel 9 mois après parce que j'ai fait une interview dans Capital qui m'a demandé l'aventure. Donc j'ai expliqué que parfois ça peut être violent et tout, mais j'espère que vous l'avez entendu. Il y a plein de choses où j'ai fait des erreurs et c'est aussi de ma faute. Oui, tu prends ta part de responsabilité. J'ai une grosse part de responsabilité et j'ai fait la connerie de bosser avec eux aussi. Et tout ça, c'est moi. Donc je dis comme ça. Sauf que derrière, il y a une psy qui raconte que les fonds sont très durs, sont très financiers et quand ça va pas, eux ils sont très rationnel. C'est binaire. C'est un peu binaire. Ouais. Bon, donc, elle est un peu dure.
Et ça sort peut-être un mauvais moment pour eux, un moment peut-être où le font lever des fonds, parce que finalement c'est pas leur argent, hein, c'est des mecs qui sont salariés, de mecs qui ont beaucoup d'argent et qui leur disent je veux un TRI de 8% par an, ou enfin un intérêt de 8% par an. Et qui est sorti, et qu'ils ont mal vécu, a priori. Donc j'ai été appelé par un des mecs, qui me dit mais tu joues à quoi là, Sylvain? Tu te prends pour qui? J'ai été très factuel, Thomas, j'étais très factuel, je vois pas le problème. Enfin non mais t'es malade, hein. Enfin nous on va voir si on peut t'attaquer pour diffamation et je sais pas quoi. Je dis bon, si tu veux Thomas, mais en fait franchement, honnêtement, s'il fallait ça pour que tu m'appelles, je suis presque content. Un peu provocateur peut-être. Parce que ça fait 10 mois que j'attends en fait que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Que vous me justifiez ce départ ultra violent, que vous m'expliquiez ce que vous avez contre moi. Parce que pourquoi vous m'avez fait ça comme ça? Pourquoi, enfin juste on se prend un moment, on en discute. Moi ça m'aurait aidé en fait à faire mon deuil et à rebondir, de comprendre aussi ces erreurs, que vous m'aidiez à les voir ou à m'expliquer ce que vous aviez contre moi, les griefs que vous avez contre moi, parce que des erreurs j'en ai fait plein. Mais ça fait du bien d'avoir le retour, un ping-pong, un miroir. Peut-être que j'en vois pas certaines. Et le petit coup de grâce. Merci Thomas. Sylvain, tu crois que j'ai que ça à foutre de gérer des entrepreneurs qui sont des losers? Moi, j'ai 80 entrepreneurs à suivre qui réussissent. Et j'ai pas de temps à perdre avec les autres. J'ai pris ma lettre d'avocat. Comme quoi, prochain article que je faisais, je prenais un procès. Bon, tu vois, je suis là aujourd'hui, j'en ai fait d'autres. Et Wow, et humainement, c'est vraiment dur. Ouais, ils m'ont repourri un week-end, parce qu'évidemment, t'as ça qui tourne en boucle, et que tu le vis pas bien, et machin. Bon, heureusement, du coup, j'avais rebondi. Et Tu penses que ça se passe comme ça régulièrement avec beaucoup de fonds, ou que toi, t'es vraiment tombé sur la mauvaise équipe? Ça se passe beaucoup plus qu'on ne l'imagine, parce qu'en fait, le fait d'en parler, il y a plein d'entrepreneurs qui viennent me voir en message privé, qui n'osent pas le dire publiquement. Même bizarrement, des journalistes qui m'ont dit « Sylvain, est-ce que tu peux me présenter d'autres entrepreneurs comme toi qui ont vécu ça pour qu'on en fasse un article ?» Et personne n'ose prendre la parole, parce que il y a un certain pouvoir de nuisance, peut-être de ces fonds, où tu dis « Si je me relance et que je les ai critiqués, est-ce qu'ils me suivront ou pas ?» Il y a une peur de confidentialité, parfois tu signes des clauses. Et tu as pas envie d'aller voir un avocat pour dire est-ce que c'est du dénigrement ou est-ce que c'est la confidentialité si je dis ça. T'as pas envie de te faire chier, t'as envie de passer à autre chose aussi, ou t'as pas envie de ressasser ces emmerdes. Et en termes d'image pour toi, c'est pas toujours très positif d'expliquer que tu t'es fait virer comme une bouse, quoi. Ou de dire que oui, t'as vendu ta boîte, mais en fait t'as rien touché en la vendant parce que t'avais des actions en liquide préf et que c'est que les liquides préf qu'on touché et que toi t'as rien touché. Et que c'est moins bien pour gagner plus d'argent sur la boîte d'après ou pour être réembauché. Encore, je suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est lié à un modèle ancien et que si on est transparent, qu'on explique ce qu'on a appris, au contraire, c'est très valorisable ou valorisant. En tout cas, moi, c'est mon approche. Et donc, non, ça arrive à beaucoup d'autres. Il y a plein d'autres histoires et même statistiquement, il y a des études sur le sujet. Alors, je vais te dire un chiffre à la con, mais c'est entre 70 et 80%. C'est quelque chose comme 73% que j'ai en tête, de dirigeants, de fondateurs qui se font virer après une série C. Alors moi, j'étais pas encore en série C. Dans les levées de fonds, t'as la seed, la première levée sur ton PowerPoint pour que tu crées ton produit, série A parce que tu commences à scaler, B et après C. Donc C, c'est les levées aujourd'hui qui sont entre 100 millions et 500 millions. En Europe et aux US, c'est un peu pareil. Et après, 73% des dirigeants fondateurs se font virer dans les 18 mois après une série C. Ça fait flipper comme stat, hein. Si c'est ta boîte, et potentiellement on va te faire sortir. Et il y en avait un qui me l'avait pas raconté, j'en avais parlé tout à l'heure, c'était Pipedrive, c'est donc un CRM que j'aime beaucoup, mais qui est d'Europe de l'Est à la base. Et j'ai rencontré aux US le PDG, John Cooper, pas très un nom d'Européen de l'Est, et où il m'explique qu'il a été mis en place, lui, par les fonds, après la série B, et que le fondateur est aujourd'hui directeur de l'innovation. Mais plus du tout, il a plus de rôle stratégique dans la boîte, dans sa propre boîte. Parce que à partir du moment où tu lèves des fonds avec des Américains, il faut un Américain à la tête de la boîte. Et du coup, il m'avait dit à l'époque, est-ce que tu es sûr que tu veux lever des fonds? Est-ce que tu es prêt à être viré pour le bien de ta boîte? La question, c'est est-ce que c'est pour le bien de ma boîte ou pour le bien des fonds? Ça, c'est un autre débat. Ouais. Et je lui ai dit non, clairement pas. Clairement pas, je veux faire mes propres erreurs, c'est aussi comme ça que j'apprends. Et je veux aller à mon rythme à moi, avec mes équipes à moi. Et mon projet n'est pas assez intéressant pour que j'accepte que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Quand je dis assez intéressant,
J'avais pas changé le monde. J'aidais les commerciaux à mieux vendre. Enfin, tu vois, c'était pas grâce à moi le réchauffement climatique va être arrêté. Et ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui le fera mieux que moi, parce qu'il y a plein de gens bien meilleurs que moi. Hein. Ça, j'ai aucun doute. Mais là, franchement, pour un outil de tracking de Propal, bah, si on mettait un peu plus de temps pour atteindre l'objectif, c'est ok, quoi. Bah, pour moi, c'était ultra ok. Pour les fonds, peut-être moins. Mais c'est là où c'était pas clair entre nous. Et comment je rebondis de ça? Je rebondis, mes ex-salariés qui me rassurent un peu, que je vois régulièrement, qui me font des cadeaux parce qu'ils ont adoré, ils ont apprécié certaines choses pendant ces 6 ans. Et 2-3 très bons copains entrepreneurs qui ont aussi vécu des galères, savent ce que c'est, qui m'ont accueilli dans leur boîte, qui m'ont limite payé 2-3 petites missions de conseil, mais j'en avais presque pas besoin, c'était juste pour me redonner confiance en moi, je pense. Et à titre perso, le fait de sortir, ça va mieux? Tu te ressens bien? Tu retrouves du calme et de la sérénité? Pas du tout. Mais en fait, on arrive à mettre des mots sur mon moment de pas bien, on comprend ce qui s'est passé, et ma compagne me soutient à 2000%. Et ma fille, alors, moi je suis pas très paternel comme à la base, j'aime pas les enfants. Mais elle comprend tout ça, elle a 2 ans. Et pour elle, je sombre pas. Aussi. Je pars pas en couille complètement parce qu'elle a rien demandé et que quand elle me voit le soir à 18h, elle veut jouer, elle veut rigoler, elle veut passer un moment avec son papa qu'elle aime. Quoi qu'il se passe, elle l'aime. Et elle sent que je vais pas bien, elle me fait encore plus de câlins, elle est encore plus proche de moi. Et du coup, c'est bizarre parce que j'aime pas les enfants, toujours pas. Mais ma fille m'a aidé vachement à ce moment-là. À me dire, il y a d'autres choses dans la vie en fait. Alors c'est très bisounours, très con, très cucu de dire ça. Mais c'est ce que je ressens à ce moment-là. Pour elle, j'ai pas le droit de devenir con, j'ai pas le droit de me mettre à picoler, j'ai pas le droit de rester dans mon lit toute la journée, parce qu'il faut l'amener le matin à l'école, parce que il faut passer un moment avec elle le soir. Pas il faut. Enfin si, il faut. Il y a une responsabilité de papa, et c'est pas parce que j'ai échoué sur un projet pro que je dois être un mauvais papa. Comme ça que je me le dis en tout cas. Et du coup, je tiens mon rôle au mieux, et elle me le rend x 10 000. Et ma compagne aussi, parce que alors si j'avais interdiction de donner des cours chez Tilki, mais j'avais quand même réussi à négocier de donner des cours à la Rocket School, qui est une école qui forme des BizDev en 3 mois, gratuitement, avec un job garanti au bout, sur les outils numériques pour la vente. Comment scraper LinkedIn, comment envoyer des propals, comment faire un peu de marketing automation, ce genre de choses. Et j'ai adoré les étudiants, j'avais participé, je pense, à une des premières promos où Cyril m'avait convié, le boss. Et t'as des mecs de 30 ans face à toi qui savent pourquoi ils sont là, qui ont fait ce choix-là. Et dans le lot, t'avais un ancien footballeur pro qui a fait 2 années en pro, mais bon, il a 28 ans, il se rend bien compte qu'il sera plus pro à 28 ans et que sa carrière est finie et qu'il faut qu'il ait un job pour vivre. Une infirmière qui est jeune maman et qui dit « mais moi je peux plus faire des shifts, des services de nuit. Il me faut un job en 9h-19h correctement payé et que je vois mes enfants. » Une autre nana, pareil, qui était responsable d'une salle d'un grand restaurant, qui dit je peux plus faire du 18h 3h du mat, moi j'ai une famille maintenant, j'ai envie d'avoir une vie un peu plus saine. Et ce métier-là, le contact, la vente me plaît. Et donc ils ont tous choisi d'être là, ils sont tous passionnés, ils ont tous des étoiles dans les yeux. Ils ont juste pas eu la chance de faire le diplôme que j'ai fait moi, qui permet de rebondir plus facilement. Et ils passent par cette école qui leur donne leur chance. Et j'ai adoré les échanges. Et en sortant de la salle, donc du coup je donne ces cours, ça se passe bien pour faire connaître Tilki et pour que ça crée des ambassadeurs. Et je sors et je vais voir Cyril et je dis putain, j'aurais dû créer cette école, j'adore ce que t'as fait, bravo. Moi ça aurait du sens pour Tilki, mais bon, tu l'as fait et bravo, félicitations, je suis fan. Je suis un peu jaloux mais fan. Et ça voilà, c'est resté dans un coin de tête. Et du coup, moi j'ai toujours Sido, donc j'étais toujours à 50% d'une boîte d'une 20aine de personnes qui vendent du conseil en pédagogie, qui aident les entreprises à faire des formations plus efficaces, notamment à distance, mais aussi en présentiel. Et nos clients avaient des augmentations, enfin de plus en plus de boulot, voulaient que nos salariés passent de plus en plus de temps chez eux, nous on voulait pas trop. On coûtait trop cher, et ils me disaient ouais, mais nous, il nous faut quelqu'un, envoyez-nous comme une SS2I, un salarié qui fait pendant 6 mois qui lance les trucs. Et moi c'est pas le modèle de mes gars, et c'est pas le modèle de ma boîte. Et je me dis, ça fait un tilt. Est-ce que je formerais pas des mecs à faire ce métier, en fait? Et je veux les former comme à la Roquette. Je veux que ce soit gratuit et je veux qu'il y ait un job garanti. Je pitch le projet ma compagne, mais qui est la dirigeante de la boîte, et c'est elle qui gère la boîte, et c'est elle de me dire oui ou non. De toute façon, je suis pas capable de moi de dire j'y vais ou pas, j'ai besoin d'avoir son assentiment, suite des équipes aussi. Et elle me dit, Banco, t'inquiète, si tu le fais, je suis sûr que ça va marcher. Alors moi, j'y crois pas du tout. Enfin. Et on démarre mi-avril, j'embauche quelqu'un parce que je sais pas travailler seul.
pendant plein confinement, donc on se voit pas, on fait travail à distance. Et mi-avril, on n'a pas de programme, on n'a pas d'étudiants, on n'a pas d'employeur, on n'a pas de local. Et je dis, on démarrera le 15 décembre. Et je l'annonce sur LinkedIn. C'est les avantages et inconvénients de la com, ça. Mais c'est ce que j'aime, c'est que me mettre des challenges avec une date et ben, on va tout faire pour que ça soit lancé le 15. Et le 15 septembre, ou 18 septembre, je sais plus exactement, on a 22 étudiants face à nous, de 30-32 ans de moyenne d'âge, on a du 24 et du 50 ans, à qui j'ai trouvé un job. Et la formation est payée par Pôle emploi à 100%. Alors le programme est pas complètement prêt. Ils l'ont su. On avait les 6 premières semaines, on n'avait pas les 13 encore. Parce qu'on a construit au fur et à mesure. Mais on avait tous SIDO qui étaient capables de former, qui sont les meilleurs en France sur ce sujet-là, donc on n'avait pas trop d'inquiétude sur le fond. Et ça s'est 1000 fois mieux passé que prévu. Tiens, dans les trucs marrants, je cherchais un moyen de les faire payer un peu, pour être sûr qu'ils soient motivés à venir, qu'on n'ait pas de passer les clandestins en mode j'ai vu la lumière, il y a un job et je viens. Et que j'avais en tête ça, j'avais appris ça un peu à l'école, qu'on est motivé que quand on paye. Je sais pas si vous avez aussi ce truc un peu en tête, aussi ce réflexe. Et que heureusement, notre modèle de financement pour l'emploi nous l'interdisait. Donc j'ai pas fait ça. Mais j'avais très très peur, parce que je le voyais à la roquette, que certains abandonnaient, ou allaient pas au bout, ou étaient pas très sérieux. Et j'ai très très peur de ça. J'ai pas eu un jour d'absence, j'ai pas eu 1 minute de retard, j'ai eu 20 personnes, mais qui se sont déchirées du premier jour au dernier jour. Parce qu'en fait, il y a un employeur qui leur a signé un contrat avant même qu'ils soient formés, et qui leur a fait une confiance aveugle, à nous aussi, comme quand on serait capable de les former. Mais du coup, eux, c'est des gens qui arrivent chez nous, ils ont un peu pété, ils ont eu des merdes, des gens qui leur ont pas fait confiance, et là, il y a quelqu'un qui leur dit « J'aime bien ta tête, j'aime bien comme tu réfléchis, je suis sûr que dans 3 mois, tu m'apporteras énormément. Et vas-y, forme-toi, à la fin, je t'embauche. Et je te le garantis. » Et c'est ça qui a fait qu'en fait, tous, ils se sont dit « Mais je dois lui rendre sa confiance. Donc, je ne peux pas rater un cours, je peux pas ne pas faire un exo, je peux pas donner mon max, parce que ce mec-là, il croit en moi, et on se demande pourquoi. Il était au même état que moi, je pense. Hein. et du coup, ça change tout d'être formé pour un vrai boulot. Et pas d'être formé pour être formé. Ça, c'est vraiment la philosophie derrière le bahut. T'es formé à un vrai taf. Et que moi, je m'engage un peu à ce que t'aies un taf dans les 5 prochaines années. Et c'est ce que je fais avec mes anciens. Ils sont tous en emploi. Et s'il y en a un qui a envie de changer de boulot, ou s'il y en a un qui est pas conservé par son employeur pour X ou Y raison, aujourd'hui, on a pas mal de demandes d'employeurs. Et du coup, je les connais tous, je leur fais tous confiance, je sais qu'ils sont tous très bons et que je peux facilement les positionner dans d'autres boîtes. Et ça, c'est trop cool de pouvoir les aider parce qu'ils le méritent. Mais que parfois, ils se font pas assez confiance pour oser les toquer aux portes. Mais moi, je sais qu'on les a formés et que c'est des tueurs. Donc, mais vraiment, les mecs sont meilleurs que moi sur plein de trucs. Et du coup, il y a aucune difficulté à dire, mais prenez-le lui, et si vous me faites confiance à moi, lui, vous allez voir qu'il va tout déchirer. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a, moi, remis dedans, parce qu'en fait, des employeurs m'ont fait confiance, des étudiants m'ont fait confiance, et j'ai grandi avec eux, j'ai repris confiance avec eux. Et évidemment, avec le temps, la confiance un peu revient, les ambitions reviennent. Donc là, j'en suis à un stade un peu con, où je lance à nouveau trop de projets. Parce que on a déposé notre propre titre RNCP, parce qu'on passe en alternance, parce qu'on aide d'autres entreprises à créer des écoles un peu comme le bahut sur d'autres sujets. Parce pourtant on est des bébés, hein, mais on a un peu processé les choses, on s'est un peu posé ces questions-là, et du coup il y a des boîtes qui viennent nous chercher en disant, là on a aidé 2 entrepreneurs incroyables qui veulent former des jeunes en réinsertion sur le sujet du no-code. Et donc ils prennent des jeunes très éloignés de l'emploi, qui n'ont pas de diplôme, et ils vont les former à savoir utiliser du Zapier, du Integromat, du Bubble, du Softer, et autres outils qui permettent soit d'automatiser, soit de créer des applis très simplement, non, parce qu'il y a une vraie logique derrière, donc il faut se former, mais qui ont une vraie valeur ajoutée pour plein de boîtes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de développer en propre plein de choses, notamment en outils internes. Franchement, le no-code, regardez, c'est ouf ce qu'on peut faire. Après, il faut prendre du temps, et ça demande des compétences qui s'acquièrent, mais du coup, ils vont former ces jeunes-là, et ils leur garantissent un job, parce qu'ils les embauchent, eux, dans leur agence à eux, pendant 1 an derrière, avant de les remettre sur le marché. Parce que c'est des gens qui sont encore plus éloignés de l'emploi à la base, et qui ont besoin d'apprendre à retravailler en entreprise. Donc la philosophie du truc est extraordinaire. Et du coup, ils nous ont fait confiance pour créer le programme de 400 heures, et là, en 6 semaines, le programme est prêt. Il est génial. Franchement, j'ai envie d'aller le faire, l'école limite, elle est trop bien. Et donc, allez regarder Au Carré, aucarré.tech, c'est Pierre et Jessica, 2 entrepreneurs fabuleux, qui lancent ce projet, et j'ai hâte qu'il y ait plein d'autres projets comme ça qui se lancent, et je pense que demain,
enfin pas demain, il faut que plein d'agences, plein d'entreprises qui ont un vrai savoir-faire créent des écoles comme ça, parce que limite ça permettra de former des salariés pour eux, parce que nous c'est aussi SIDO, on a embauché 2 du bahut, qui sont géniaux, mais aussi pour les autres, et que ça permettra à tout le monde de se reconvertir facilement, parce qu'on peut pas repartir sur un bac plus 5 à 30 ans, enfin tu repars pas 5 ans à la fac quand t'as une famille, t'as une vie, et donc tu restes dans ton job de merde, parce que on te demande un diplôme ou des compétences que t'as pas le temps d'acquérir. Et qu'il y a plein de jobs où on peut acquérir l'essentiel en 3, 6, 12 mois, et être vite opérationnel et continuer à apprendre. Et finalement, nous, ce qu'on leur apprend en Bailly, c'est d'apprendre à apprendre, et de se mettre continuellement dans cette logique de, aujourd'hui, je sais gérer du Storyline, du 360 Learning, du Moodle, du Didask et du Pitchboy, qui vont être des acteurs de la LMS très importants dans les techs. Mais demain, ça se trouve, ce sera un nouvel acteur. Il faut que je sois capable de l'identifier et de me former dessus. Mais j'ai plus peur, parce que je sais en maîtriser 30. On a négocié ça aussi dans les trucs importants. On a 30 partenaires EdTech qui nous filent des licences gratuites pendant toute la formation pour que nos étudiants puissent vraiment jouer avec. Et se faire un portfolio. Dire, tiens, j'ai fait une vidéo sur Vaillant, j'ai fait un exercice d'apprentissage par l'erreur sur Didask. J'ai fait une vidéo interactive sur Cumulus. Ou j'ai mis tout ça en place sur un 360 Learning ou un Moodle pour qu'il y ait un vrai parcours, une expérience apprenante qui soit dingue et qu'à la fin on soit éclaté et qu'on ait appris, retenu. Et ils peuvent le montrer concrètement, et c'est pas que sur des slides PowerPoint, ils l'ont fait. Et c'est ça qui me plaisait aussi, parce que c'est comme ça que j'aime apprendre, moi, c'est en faisant. Enfin, après, tu as vu l'histoire, j'aime faire aussi mes propres erreurs, et j'apprends beaucoup en faisant mes propres erreurs. Et que j'essaie de leur apprendre ça aussi, d'accepter de pas toujours être le meilleur tout le temps, et d'accepter de se planter. Mais tant que tu t'es donné l'objectif de faire les choses bien, t'as le droit, pour moi, c'est ma philosophie, c'est aussi le droit de te planter. Et de toute façon, c'est toujours ma conclusion sur l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est accepter l'échec. En fait, malheureusement, c'est très dur de réussir. Et après, la réussite de chacun, sa réussite. Elle peut être financière, elle peut être managériale, elle peut être parce que tu sauves la planète, parce que tu vis juste bien toi. Enfin, chacun sa réussite. Il n'y a pas une seule réussite. Mais c'est très dur de réussir, l'entrepreneuriat, parce qu'on ne t'attend pas, parce que le marché n'a pas besoin de toi. Parce que plus t'es innovant, plus tu seras compliqué à t'imposer sur le marché. Et que tu as tout à apprendre en fait en tant que dirigeant. Il y a plein de petites choses liées à toi et à l'environnement extérieur qui peuvent faire que ça plante. Et c'est presque normal de planter en fait. Et qu'en plus il y a le plantage tribunal que j'ai vécu, qui est pas drôle, mais il y a aussi vous en tant que dirigeant, vous devez en connaître, et vous l'avez peut-être vécu à un moment, de s'arracher, bosser 80 heures par semaine, puis voir ses potes, puis faire de sport, moins de présent pour sa famille, et se payer à peine, parce qu'on espère que ça va marcher un jour, mais on n'est même pas sûr que ça marche un jour. Et qui fait des burn-out un peu violents et qui crée des situations familiales terribles. Alors pas mal de femmes qui ont une résilience hallucinante à des galères comme ça et qui tiennent dans des boîtes parce qu'elles y croient, parce qu'elles adorent ce qu'elles font. Mais qu'en fait, il faudrait aussi se dire, là, j'arrête. Marché pas prêt, c'est trop tôt, je suis mal positionné, c'est pas le bon produit. Mais c'est très dur à se dire en tant que dirigeant, t'as tellement investi qu'il faudrait être plus rationnel. Mais en fait, je pense que ce serait beaucoup moins intéressant si on était rationnel. Mais il faut garder cette naïveté. En même temps, c'est celle qui est dangereuse parfois en tant que dirigeant et qui crée d'autres échecs dont on parle moins, qui sont aussi ces échecs de vie où en fait tu t'enfermes dans une putain de prison et que tu peux même pas en partir comme un salarié parce que t'as des dettes, parce que t'as des salariés, parce que t'as des engagements vis-à-vis de clients et que t'es bloqué. Et voilà. Il y a plein d'échecs entrepreneuriaux en fait. Mais il y a des très belles histoires aussi. Faut juste se dire que c'est pas facile la très belle histoire, qu'il n'y a pas tant que ça. Ça n'empêche qu'il faut la viser et qu'il faut toujours être ambitieux et toujours espérer, parce que sinon on crée pas. Bon, et c'est quoi ta prochaine idée alors ? Après le bahut, là. Tes prochains projets. Je cherche à avoir un peu plus d'impact et je sais pas si ça, notamment par l'entreprise. L'entreprise peut en avoir. Le bahut, c'est l'exemple, un peu, en accompagnant d'autres écoles à faire ça. Je travaille beaucoup sur C'est vrai ça en ce moment, une page LinkedIn qui débunk les infos. Alors aussi bien les trucs complètement couillons comme la grenouille qu'on met dans une marmite et qu'on fait chauffer à petit feu et comme elle s'adapte, elle va mourir de chaud mais sans s'en être vraiment rendu compte et du coup vous en tant que salarié quand vous êtes avec un manager toxique, barrez-vous parce que vous risquez d'en crever et parce que vous allez vous adapter. Et qu'à cause de cette anecdote à la con, il y a des chercheurs qui ont vraiment fait l'expérience et qu'en fait la grenouille elle cherche à se barrer dès le début. Elle reste pas dans l'eau. Le seul moyen qu'elle y reste, c'est de mettre dans une bassine où elle peut pas sortir. Et donc oui, elle va mourir de chaud, mais en fait, elle a tout fait pour en sortir. Voire elle va même mourir d'épuisement avant de mourir de chaud. Donc dire que c'est une fable, pourquoi pas, comme les fables de La Fontaine, parce que le lièvre ne perdra pas contre la tortue, pour de vrai.
Et pourquoi pas, si c'est dit comme une fable. Si c'est dit comme une vraie expérience et de faire de l'anthropomorphisme et de croire que les animaux font comme nous, que nous on fait comme les animaux, c'est complètement con. Mais plein d'autres histoires comme ça. Je sais pas si vous avez vu passer celle de la photographe en dépression parce qu'elle a photographié un moment terrible dans la nature au Kenya, qui est, le truc dit, 2 léopards qui ont attaqué un bébé gazelle, et pour sauver le bébé gazelle, la maman s'est sacrifiée, s'est donnée au léopard pour que son enfant puisse vivre et partir. Et t'as une photo des 2 léopards autour du cou de la gazelle. Alors ça, c'est ce que dit la légende. Et que du coup, la photographe est en dépression d'avoir vu ça, parce que c'était quand même terrible de voir une maman se donner pour ses enfants. Alors ce sont 2 guépards et pas 2 léopards. C'est pas une gazelle, mais une impala, qui est pas du tout la même race de bestiole. Et c'est 2 bébés guépards qui sont entraînés par la maman guépard à essayer de tuer un jeune animal, qui est pas du tout une maman, qui est plutôt une petite impala, qu'ils n'arrivent pas à tuer. Parce qu'ils n'arrivent pas à lui tordre le cou et à mettre les crocs suffisamment loin pour la tuer. Et au final, la photographe explique que c'est la maman qui est venue tuer l'impala, qui était pour de vrai figée de peur d'avoir 3 guépards sur elle. Mais tout est faux dans l'histoire. Mais du coup, l'histoire est aussi intéressante. La nature est difficile, que en tant que parent, il faut que tu apprennes à tes enfants à faire des trucs qui sont peut-être pas cool, enfin pas cool de notre regard à nous. Après, lui, il faut qu'il survive, il faudra qu'il sache se nourrir tout seul. Et un guépard, c'est un carnivore et un prédateur, quoi. Mais du coup, l'histoire est trop belle. Mais limite, elle est en dépression pour de vrai, mais parce que les gens ont transformé son histoire. La photographe. Et donc voilà, ça c'est vrai ça. Alors, c'est des trucs tout cons comme ça, mais c'est aussi beaucoup sur le Covid. Parce que LinkedIn est une plateforme géniale qui laisse la chance à beaucoup de gens de se faire connaître et d'être visibles. Pour autant, il n'y a pas de modération. Et du coup, des gens qui ont été interdits de Twitter et Facebook se retrouvent sur LinkedIn pour désinformer, pour raconter de la merde, plus ou moins consciemment. Dans les trucs, moi, qui m'ont beaucoup choqué, parce que c'était un mec à la base, j'aimais bien, ça fait longtemps que je l'aime plus, mais Gilbert Collard, qui a quand même fait quelques faits de gloire en tant qu'avocat, qui a partagé sur Twitter et LinkedIn le vaccin tue. Regardez, c'est l'Agence française pour la santé qui le dit dans son dernier rapport en juillet, il y a eu 761 morts à cause de Pfizer. Et il met le lien vers le rapport. Et tu dis, ouais, chaud quand même, putain. Ah ouais, 761 morts, c'est quand même beaucoup. Et le pire, c'est qu'il met le lien vers le rapport. Mais en fait, dans le rapport, il y a eu 761 morts où ils ont enquêté, parce que le médecin ou la famille a demandé de faire une enquête, parce que c'était après quelques jours de vaccin. Et dans les 761 morts, il y a un mec qui est mort en voiture, un autre c'est un accident cardiovasculaire, mais il était obèse et il avait déjà eu des trucs avant. Et en fait, il les détaille tous, et à la fin, il y en a 0 où il y a un lien de causalité entre le vaccin et la mort. Il y a une corrélation, oui, il est mort une semaine après avoir été vacciné, il n'y a aucun lien de causalité. Mais ça, il le dit pas en fait, il dit qu'il y a 761 morts à cause de Pfizer. Et du coup, si tu vas... Et je trouve le cynisme va jusqu'au point de mettre le rapport en lien dans ton post, quoi. Mais en disant, les gens n'iront pas le lire. Hyper vicieux. C'est ultra vicieux. Mais du coup, comment tu peux mettre le rapport en disant, je vais dire aux gens ne vous vaccinez pas, parce que limite, je suis dangereux pour ces gens-là qui vont me croire. Parce qu'ils vont pas aller chercher à creuser. Donc il y a aussi beaucoup ça sur LinkedIn. Et ça, c'est des trucs nos opinions perso, on s'en fout. On n'est pas ni pro-vaccin, ni anti-vaccin. On raconte ce que dit la science ou ce que dit le rapport. Là, en fait, juste dire, bah non, c'est pas ce que dit le truc. Là, ils disent qu'il y a 0 mort lié à Pfizer. Donc après, on dit pas qu'il n'y en aura pas, on dit pas qu'il n'y a pas des effets secondaires, parce qu'on n'en sait rien. Aujourd'hui, la science dit qu'il n'y en a pas. Bon. Et en ce moment, c'est la guerre russo-ukrainienne, c'est la cata aussi, il y a des informations dessus. Mais... Donc il y a des sujets de fond comme ça qui sont un peu lourds, mais aussi des sujets du quotidien, moi, dans les sujets qui m'ont fait marrer. Alors, il y a aussi bien Anna, la joueuse d'échecs ukrainienne, qui a refusé d'aller au championnat du monde en Arabie Saoudite parce qu'on lui a imposé le voile. Et c'est une info qui ressort régulièrement. Et qui fait un buzz hallucinant sur LinkedIn parce que, ouais, une femme qui se bat pour le droit des femmes, c'est cool. Et qu'une fois, quelqu'un a attaqué CRSA et j'ai été creuser l'histoire. Et l'histoire est vachement intéressante. Alors, Anna est bien ukrainienne. Elle a bien refusé d'aller à la championnat du monde. Mais le voile n'était pas obligatoire. En fait, Anna avait un autre objectif perso sur un autre titre qui n'était pas présent à ce championnat du monde. Qu'à un moment, il y a eu effectivement la rumeur comme quoi le voile serait obligatoire. Mais il ne l'a pas été. Et il y a les photos des femmes qui ont participé à ce championnat qui ne les portaient pas. Et c'est écrit dans les règles que le voile n'était pas obligatoire. Par contre, ce qui était beaucoup plus choquant, c'est que les athlètes israéliens n'ont pas le droit de participer à ce concours, enfin à ce championnat. Parce que l'Arabie Saoudite ne reconnaît pas l'État d'Israël, donc ils n'ont pas eu de visa. Alors qu'il y a 3 hommes dans le top 10 mondial parmi les joueurs d'échecs
qui n'ont pas le droit du coup de participer à un championnat. Et tu dis, en quoi ta nationalité t'interdit de faire ton sport? Enfin, que cette nana Anna 6 mois avant était championne du monde en Iran, où le voile était obligatoire, et pendant 1 mois elle a porté le voile pendant le championnat du monde. Donc en 6 mois elle s'est fait une conscience sur le sujet, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Par contre 6 mois après c'est de nouveau en Iran le championnat du monde, et là une indienne dit moi pour les problèmes islam, hindouisme, j'y vais pas parce que je veux pas prendre parti, je veux pas mettre de voile parce que je veux pas, personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce qu'elle est, je pense, plus basanée, qu'elle est plus loin de nous qu'une Ukrainienne qui est blanche, qui nous ressemble. C'est un peu, du coup, sociologiquement, c'est un peu l'explication. Mais que l'autre explication sur pourquoi ce championnat a eu lieu en Arabie Saoudite, sachant que le meilleur joueur, enfin, le meilleur athlète d'échecs saoudien, il est 15 millième mondial. Donc il n'y a aucune chance de gagner quoi que ce soit. Mais pourquoi ça a été mis là-bas? Parce que le prince Mohammed Ben Salman, qui est taré par ailleurs, a payé la fédération pour faire ce championnat chez lui. Parce que 1 an avant, le grand moufti, l'équivalent du grand archevêque chez nous, a déclaré une fatwa sur le jeu d'échecs, en disant que c'est un jeu de hasard, de dépravation, machin. Donc a interdit aux Saoudiens de jouer aux échecs. Et le prince MBS a dit non, moi je veux montrer que c'est un jeu qui développe plutôt l'intellect, et comme on a le droit de jouer, donc moi je vais payer la fédération pour faire un championnat chez moi, pour aller contre l'autorité religieuse. Mais limite, il y a une histoire intéressante à raconter là-dessus. Quel est le rôle du sport dans la géopolitique, dans l'évolution des religions? Enfin, tu vois, il y a plein de choses à raconter. Pas que Anna a envie d'y aller parce qu'il y a le voile alors qu'il n'y avait pas le voile. Et sachant qu'en fait, quand tu creuses qui sont les mecs qui poussent cette info, c'est souvent très 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 lié à l'extrême droite, qui veut dire que les Saoudiens c'est pas bien et que l'islam c'est pas bien. Et qu'en fait, c'est pas eux, ils poussent pas le droit des femmes, ils poussent le fait que les musulmans c'est des gens pas bien. Donc en fait, tu tags, c'est ça? Ouais, si vous voyez un truc bizarre ça. sur LinkedIn, vous mettez c'est vrai ça en commentaire, ça nous envoie une notif. Et vous allez creuser le sujet. Après, vous avez le droit de le faire vous ou... aussi, parce qu'on a pas mal de gens qui nous taguent, mais parce qu'ils ont fait eux-mêmes le debunk en disant c'est de la merde, mais certains qui n'ont pas le temps. Et du coup, il y a un vrai réflexe qui est cool, parce qu'on a une communauté qui grandit vite et qui dit maintenant je n'ose plus liker les trucs un peu exceptionnels, un peu bizarres, avant de vérifier, et je partage plus n'importe quoi et je fais un peu plus gaffe qu'avant. Et ça, c'est trop cool, parce que si on a réussi à faire ça. Mais par contre, j'ai pris des claques, de médias mainstream propres qui racontent parfois de la merde, qui vont pas sourcer leurs articles ou qui vont un peu vite. Ça nous arrive avec Ouest France qu'on a affiché, avec une pigiste qui est au Costa Rica, qui leur a pondu un article dégueulasse, une traduction ratée d'un article du Guardian, qui dit le variant Delta ressemble à un rhume. C'est le titre de son truc. Mais ce qui est vrai, les symptômes du variant Delta ressemblaient au rhume. Sauf que dans l'article du Guardian, 2e ligne, mais il est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus létal. Mais ça, elle a oublié cette 2e ligne-là. Donc elle a fait tout un truc pour dire qu'avant, c'était proche de la pneumonie, donc le alpha, il faisait peur, que là, le démarrage, c'était qu'un rhume. Et du coup, tous les anti-vax ont dit, mais pourquoi on va se faire chier à se vacciner alors que c'est plus qu'un rhume? Enfin, tu vois, limite, ça veut dire que les variants, ça me nuise avec le temps, s'adoucissent, donc pas besoin de se vacciner. Et pareil, le cynisme ou la bêtise, parce que là je pense plus à la bêtise, elle avait mis le lien de l'article original dans son article à elle, qui disait pas la même chose que ce qu'elle disait. Et comment ça a pu passer, ça? Enfin, comment la rédaction de Ouest France a pu accepter cet article sans le lire, et avec les dégâts que ça peut faire derrière? Donc il y a des trucs comme ça, chez des mainstream où tu te dis normalement c'est propre, mais ils le font pas toujours. Mais il y a aussi des trucs... C'est un putain de tabloïd danois dégueulasse, du niveau d'entrevue chez nous, enfin tu vois le truc où c'est plus des femmes à poil pour lesquelles tu l'achètes que le reste, que les articles de fond, qui a été le premier à balancer en Europe que les stats d'hospitalisés Covid étaient gonflés. Et que à la limite, on me lance sur ce debunk, j'ai failli dire non mais c'est entrevue, c'est bon quoi. Enfin, faut pas y accorder trop d'importance, parce que quand tu vois France Soir ou quelques trucs comme ça, tu sais qu'il y a des chances que ce soit bidon. Mais on s'oblige à vérifier l'info. Et en fait, elle était sortie aux US, cette info, elle était vraie. On a mis dans les stats tous les gens qui étaient hospitalisés et qui avaient le Covid. Mais certains n'étaient pas hospitalisés pour le Covid. Et en France, ça représente 18%. Maintenant, ça c'est sorti dans les vrais stats. Dans le Covid Tracker, vous voyez les infos. Mais à l'époque, c'était tout le monde. On mettait tous ceux qui avaient le Covid à l'hôpital. Et que tu rentrais avec une jambe cassée, mais que tu avais le Covid, tu étais dans les stats Covid. Et ça m'a fait chier de le découvrir dans l'entrevue. Enfin, dans l'équivalent d'entrevue. Parce que ça m'a fait chier qu'on ne nous l'ait pas dit plus tôt, qu'on ne l'ait pas sorti dans Le Monde, enfin dans les journaux que moi je respecte un peu plus, et que ce soit un magazine de merde qui me l'apprenne, et découvrir qu'en fait,
sur des trucs où on essayait de faire un peu peur aux gens, mais c'était bien, enfin, bien ou pas bien, je m'en fous. Dire, attention les jeunes, vous aussi, vous pouvez être hospitalisés. 48% des jeunes hospitalisés, c'était pas pour le Covid. Donc, ça veut dire, on était à 50% de moins que des stats qu'on affichait, qui étaient beaucoup trop grosses, parce qu'on n'a pas à faire crever 1000 jeunes de 20 à 30 ans à cause d'une maladie où on peut se vacciner, tu vois. Mais en fait, c'est pas 1000, c'est 500. Et quand tu dis ça, on m'a un peu trahi, un peu. Enfin, je sais pas, on m'a pas tout dit, et ça me fait un peu... mais du coup, avec C'est vrai ça, j'apprends plein de choses au quotidien, c'est très très marrant. Et on essaye d'aider les gens à avoir ce réflexe de chercher. Donc, on a écrit un guide du débunker débutant pour expliquer, nous, notre méthode. Après, la principale méthode, c'est du temps. C'est de creuser, chercher, et on donne plein d'outils dedans qui permettent de gagner du temps. Mais c'est surtout se poser des questions et essayer d'aller plus loin. Tu vois, dans les stats où on n'a pas trop remis en question aucun média, à part Le Monde. Le 2 novembre à 9h22, les femmes ne sont plus payées. Vous l'avez vu, cette stat ? Ouais. Et qui, du coup, peut générer, en tant que dirigeant, tu dis, je vais augmenter, cette année, je vais un peu plus augmenter les femmes que les hommes pour réduire les inégalités. Ce qui est une jolie réponse à ce problème-là. Sauf que le problème, en fait, il n'est pas si simple. Ouais. Qu'il y a réellement 16,5% d'écart en salaire horaire entre les hommes et les femmes. En France. Statistiquement, tout job confondu. Sauf que les femmes accèdent beaucoup moins à certains types de jobs. Elles sont beaucoup moins en comité de direction, en comex, en comité d'administration. Oui, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. On ne regarde pas les postes à même niveau de responsabilité. À job égal, on est à 2% d'écart. Ce qui est toujours trop. Mais c'est rien. Enfin, c'est plus 16,5%, tu vois. Et de toute façon, dans les grosses boîtes, il y a interdiction de payer différemment les gens à job égal en fonction de leur sexe. Et qu'ils ont des rapports à fournir là-dessus. Donc, ça pourrait exister dans les petites boîtes des petits écarts, mais pas dans les grosses. Mais le vrai sujet là, il est le plafond de verre. On ne propose pas aux femmes certains jobs qui sont mieux payés. Mais c'est pas les augmenter sur leurs jobs qu'elles font déjà. C'est juste leur permettre d'être la directrice commerciale, la DG de la boîte ou la PDG de la boîte. Qu'aujourd'hui, même dans les entrepreneurs, je crois qu'on a 18% d'entrepreneurs au féminin. Que les femmes se permettent moins, s'autorisent moins, parce qu'on leur dit moins qu'elles ont le droit, qu'elles sont aussi bonnes, voire bien meilleures que les mecs, souvent. Et là, c'est entrepreneurs confondus, mais pour ceux qui lèvent des fonds, je crois que c'est encore pire que ça. C'est genre on a 2% des femmes qui lèvent des fonds. On veut pas regarder. Mais oui, mais pareil, parce que limite, on leur a jamais dit qu'elles pouvaient, on leur a jamais donné cette ambition-là. Là, Sylvain, tu nous as quand même vaccinés sur la levée de fonds. Non, mais faut connaître les règles de tout le monde, et pourquoi pas, ça peut être le projet de ta boîte de lever des fonds. Enfin, ça peut être cohérent par rapport à ton projet. Bien Moi, sûr, ça n'était pas sur le mien. Mais ce qu'elles oublient, les Glorieuses, parce qu'en plus, celles qui sortent les stats, c'est un collectif, un lobby féministe lié au magazine Gloria. Les Glorieuses. Où, a priori, la dirigeante en termes de management, c'est une horreur. Il faut regarder sur Twitter, il sort des histoires hallucinantes sur les anciennes salariées de ce truc-là, qui est un peu le diable s'habille en Prada après. C'est à peu près le même style. Mais ça n'a rien à voir avec ce sujet, parce que les stats pourraient être pertinentes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle oublie une autre stat. Là, elle est en salaire horaire. En salaire mensuel, c'est 30% d'écart, parce que les femmes, elles ont beaucoup plus de contrats de travail à temps partiel imposés. Et que c'est un vrai enjeu, du coup, sur l'indépendance financière des femmes dans la vie ou dans le ménage, qui peuvent moins se barrer parce qu'elles ont moins d'argent et que c'est plus compliqué, du coup, de vivre. Mais le problème est présenté en disant les femmes ne sont pas assez payées pour leur travail. Alors que les vrais sujets, c'est plafond de verre et contrat de travail à temps partiel imposé. Et alors j'entends qu'il faille faire des raccourcis marketing, que parfois on enrobe les choses pour qu'on change, mais est-ce que là on va générer du changement sur le bon aspect ? Je suis pas sûr en fait. Et du coup c'est vrai, c'est ça qu'on va creuser. C'est ça qui nous fait marrer, de voir le monde un peu différemment. Pas mieux que les autres, c'est pas du tout ça. Juste on essaie de creuser. J'adore apprendre en fait. Je passe mon temps à chercher. Voilà, un peu ce qui m'occupe en ce moment. Et le prochain projet, j'en sais rien. Je rêverais d'un truc, mais je sais que je suis pas du tout la bonne personne pour ça. Je rêverais de m'engager en politique. Je rêverais d'avoir un mandat sur 5 ans avec un programme que je mets en place. Alors, malheureusement, sans trop de compromis, je sais pas trop faire. Mais, alors je sais pas trop vulgaire. Malheureusement, aujourd'hui, la politique, c'est surtout de l'image, sur ceux qui sont élus, qui ont un rôle social, que j'aime pas du tout. Je suis pas bon en société, je suis pas à l'aise avec des gens que je connais pas. Et j'aime bien faire, produire, avancer, moi, être à l'inauguration de la nouvelle crèche, de la nouvelle salle de sport, ou de participer au match de tennis de la championne locale, je m'en contrefous.
Mais je sais bien que ça fait partie du rôle aujourd'hui qu'on attend de nos élus, et je pense que c'est une connerie. Comme je pense que c'est une connerie d'aller faire chier Blanquer, d'être parti 4 jours à Ibiza à Noël. Qu'on le fasse chier parce qu'il a publié les règles pour les enseignants dans un magazine payant, Le Parisien, la veille de la rentrée, et qu'il ne l'ait même pas envoyé aux profs, oui. Mais qu'on le fasse chier parce qu'il était à Ibiza 4 jours, le mec il bossait, il bosse d'où il veut. Enfin, toi t'as le droit de faire du télétravail, d'où lui, on lui demande d'être tout le temps présent, tout le temps dispo, et parfait surtout. Il a le droit d'avoir une vie, c'est pas parce qu'il est ministre qu'il n'a pas le droit d'avoir une vie, mais qu'aujourd'hui on leur demande des trucs hallucinants, et qui ne sont pas du tout en recherche d'efficacité, de faire des choses pour nous, en fait. On leur demande de faire des choses. Enfin, c'est très bizarre, et j'adorerais faire un truc là-dedans, mais comme je ne suis pas capable, moi, d'aller faire ce qu'il faut, de faire le sourire au bon endroit et de serrer les pinces qu'il faut serrer, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne, mais j'adorerais faire ça. Donc c'est pour ça que je le fais un peu avec le bahut, en disant qu'on peut monter des écoles différemment, qu'on peut proposer des systèmes éducatifs plus adaptés aux adultes, et qui répondent à des demandes du marché. Mais voilà, ce sera un projet un jour, on verra. Bon, top. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Je me retrouve pas mal quand tu parles de justice. Ce besoin de justice que tu ressens, et vraiment, ça transpire. Avec Lucie, il disait, tiens, tu verras, je pense qu'avec Sylvain, on a quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Je revois mon jugement. C'est beaucoup plus agréable parce que tu parles vrai. Et je pense qu'on a cruellement besoin d'avoir des entrepreneurs qui disent, qui parlent vrai, parce que c'est ça aussi qui met en mouvement, et c'est aussi la volonté qu'on a avec ce podcast, c'est de mettre en mouvement. Donc merci pour le partage de tes galères, de tes rêves, de tes réussites, de tes plantades, et de pas être dans le compromis. En tout cas de pas l'avoir été là pendant un peu plus d'1h30 avec nous. On a passé un super moment. Et tu sais que par contre, moi je vais me prendre une petite dépression cet après-midi. Parce que est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce que j'ai pas enrobé des trucs ? Est-ce que j'ai pas enjolivé certains aspects ? Est-ce que j'ai pas oublié des étapes importantes ? À chaque fois que je parle de tout ça, j'ai un moment de est-ce que j'ai été complètement vrai jusqu'au bout, ou est-ce que j'ai pas raté des trucs qui ont été importants, ou est-ce que j'ai suffisamment de recul parfois aussi ? Et c'est assez drôle. Parce que j'essaie justement de dire certaines choses, mais je choisis de ne pas en dire d'autres. Enfin, je choisis consciemment ou pas. Hein. Ouais. Et du coup, il y a toujours cette question de est-ce que j'ai vraiment dit ? Eh ben, épisode 2 alors. Merci. Allez, à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.